crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Mbote les Olapangi, mbote à tous, bienvenue sur notre capsule, la suite de notre série. Bienvenue encore. Mbote à toi, Maman Maud. Mbote Maman Simo, mbote les Olapangi, j'espère que vous allez tous bien. Matondo pour ta présence ici aujourd'hui. Matondo d'avoir de modérer cette émission aujourd'hui avec moi. Avec plaisir. Les Olapangi, nous voilà de nouveau. Aujourd'hui, la suite de la série Le vampirisme émotionnel, la 3e partie. Dans la première partie, nous avons déjà beaucoup appris et hier encore plus avec la dépendance affective et les différentes manipulations. Nous apprenons énormément avec cette série. Nous nous rendons compte que tout ce que nous vivons au quotidien, nous pouvons le pointer du doigt, nous pouvons donner un nom, nous pouvons mettre une qualificatif là. Donc, c'est pas tout ce que nous vivons, c'est pas une fatalité. Donc, nous apprenons à comprendre que ce qui nous arrive, nous pouvons le comprendre, nous pouvons reprendre le contrôle. Qu'est-ce que tu en dis, maman? Qu'est-ce que toi, tu as compris de cette série? Bien, maman, effectivement, de ce que j'ai suivi un petit peu dans les enseignements de Ntumwa, et selon la tradition, c'est que, effectivement, on est tous exposés, je dirais, on est tous exposés tous les jours que tu as fait, on est tous exposés, en fait, à des entités. Donc, tous les matins, quand on sort de chez soi, une fois qu'on est dans les transports en commun ou que l'on aille, on est tous exposés à des attaques. Donc, d'où l'essentiel, c'est de se protéger avant tout.
de mettre ses boucliers avant de sortir de la maison, si possible. Faites-le sur vos enfants également, surtout les enfants en bas âge, parce que personne n'est à l'abri de ça. Et on serait bien étonné que c'est même dans les familles, les personnes les plus proches, je dirais, sont à même parfois de vous faire du mal, mais sans le savoir eux-mêmes. Donc on doit vraiment être très vigilant là-dessus. Ah oui, maman, comme tu le dis, c'est souvent beaucoup plus proche qu'on ne le croit. Oui. Donc, aujourd'hui, sans le tarder, vraiment, au nom de la source divine unique, nous allons inviter tout moi pour la suite de cette capsule, de ce programme. Aujourd'hui, c'est la 3e partie. Mbote à toi, tout moi. Matondo, de nous honorer de ta présence et de nous nourrir de cet enseignement. Mbote Ngassimo, Mbote Maman Maud, hein. C'est vraiment un bonheur d'être là avec vous. J'espère que vous portez bien, hein. Je vous vois en forme là. Et À puis, merveille. Mbote à tous les Mpangi, partout où vous êtes sur cette planète. Mbote à tous les Mpangi qui vont écouter en différé ce Kabbalah multidimensionnel. Et Mbote aussi à nos Mpangi, les Nga partout, qui saluent magnifique pour l'éveil de niveau de conscience. Chers Mpangi, nous sommes toujours en marche. Hein, Maman Maud, on est toujours en marche. Absolument. On avance au fur et à mesure, on pose le pas après pas, petit à petit, on participe à la renaissance de cette magnifique tradition qui nous enseigne que je suis parce que nous sommes. Notre existence est sur une planète et cette planète est remplie d'autres personnes, mais nous sommes tous et toutes interconnectés. Oui, effectivement, l'interconnexion est magnifique, mais dans cette masse, dans cette population planétaire, il n'y a pas que des vibrations positives, il y a aussi des vibrations toxiques, des liens, des relations toxiques. Et donc, le but du monde, de l'être humain, est d'être conscient qu'il est connecté à son milieu, mais le milieu peut être positif, équilibré, énergétique, vibrationnel. Et puis, ce même milieu peut aussi renfermer des êtres toxiques, iséphètiques, métatroniques, démoniaques. D'où les boucliers. Momo, Donga, Simo, nous savons tous et toutes que l'être humain vit dans une bulle que les anciens en Asie appellent l'aura. Chez nous, nous appelons le kinetu, l'aura, la prana, le champ électromagnétique, quel que soit le nom qu'on lui donne, tous les êtres humains fonctionnent au sein des bulles. Sauf que ces bulles peuvent se fissurer. Ces bulles peuvent absorber de l'énergie, que ce soit positive ou négative. Un mundo, conscient ou inconscient, peut devenir lui-même vampire, c'est-à-dire capable d'absorber, puisqu'il y a un vide, l'énergie autour de lui. Il absorbe l'énergie de ses propres enfants, il peut absorber l'énergie de son mari, il peut absorber l'énergie de sa femme, et ainsi de suite, de son cousin, de son collègue au travail. Il peut aussi se faire voler son énergie lorsqu'il n'a pas de pare-feu, lorsqu'il n'a pas de techniques de bouclier. Voilà pourquoi on se décharge. Tu sors de chez toi, tu es toute heureuse, tu arrives dans un bus ou dans un supermarché, tu prends un café dans un restaurant et là, tu te sens déchargé parce qu'autour de toi, il y a des gens qui, en effet, absorbent, parfois inconsciemment, sans pour autant faire un rituel mystique. C'est tout simplement parce que leur bulle énergétique est vide et donc, en tant que vampire, conscient ou inconscient, ils absorbent l'énergie de leur milieu. Et si tu es dans le milieu et que tu n'as pas de bouclier, tu te fais absorber. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que la sorcellerie d'aujourd'hui n'est plus seulement la sorcellerie où on prend une poupée, on te met les aiguilles. La sorcellerie aujourd'hui, nous devons cerner cela, c'est aussi le fait que toi-même, tu n'es pas dans une bulle protégée, sécurisée, scellée par des sceaux énergétiques pour te protéger contre les vampires, contre les gens, les mouloki, contre ceux qui pensent mal, ceux qui réfléchissent mal, ceux qui agissent mal et qui absorbent l'énergie des autres au sein d'un milieu. Donc, Zola Matondo, papa, avant, je vais quand même demander
à la Oui, communauté Ompangui de liker, de soutenir la connexion. C'est important. Liker, partager à tout le monde, à toute la famille, aux amis, que tout le monde puisse en profiter. effectivement. Maintenant, notre maman, maintenant, à vous deux, nous allons débuter. Je vais partager mon PowerPoint multidimensionnel et nous allons toucher à cette dernière partie, ce dernier épisode de cette partie sur les vampires émotionnels. Maintenant, Mamiki. Matondo papa. Matondo, papa. Cher Mpangi, Zola, à vous tous et à vous toutes, j'espère que ces séries vous font du bien. Et on le constate par vos kaboulas, par les messages que vous envoyez à l'école, par des nombres de personnes qui nous rejoignent. Effectivement, notre but, je pense que vous l'avez déjà constaté, est de pouvoir éveiller les niveaux de conscience. Aujourd'hui, je vais toujours parler du vampirisme émotionnel, un sujet d'une importance capitale, puisque là, je parle en effet des êtres autour de nous, nos propres frères, nos propres sœurs, la famille, les amis proches. Le but ici est de distinguer les profils des vampires émotionnels dans notre sphère intime. Et le fait de distinguer qui est vampire, qui ne l'est pas, est essentiel, mes Olampangui, pour cesser de nourrir involontairement les dynamiques d'épuisement. Cesser de se dire c'est la faute de l'autre. Dans la tradition Congo, ce qui nous arrive dans la vie n'est jamais la faute de l'autre. Puisque si l'autre arrive à te vampiriser, c'est parce que tu es vampirisable. C'est parce que tu n'as pas de boucliers. Et ce n'est pas l'autre qui doit te mettre des boucliers, c'est toi dans ta bulle, en tant qu'être qui a une identité, la personnalité, qui doit être capable de sceller, de renforcer, de booster son aura à travers, bien sûr, le KISS-EB, le KISSA, l'initiative solaire, harmonisation énergétique du Bimoelo de l'école Kimuntu, vous avez la possibilité de pouvoir déployer l'énergie de chaque centre énergétique que nous appelons les Bimoelo afin de booster votre Ki-Netu, c'est-à-dire votre aura. Chaque profil d'un vampire possède ses propres tactiques de drainage. Chaque être autour de nous se manifeste d'une certaine manière. Ton père ne va pas te vampiriser de la même manière qu'un collègue, mais ce sont des gens proches de toi. Chaque personne va laisser des symptômes spécifiques chez toi. Certains vont te faire mal à la tête, d'autres vont te pousser d'avoir mal au dos, d'autres vont t'entraîner des douleurs au niveau des pieds, et ainsi de suite. Voilà pourquoi il est très important de les reconnaître. Il est très important de pouvoir les cibler. Et c'est le premier pas vers la libération, puisque une fois, chers Olampangui, que tu sais qui est vampire, qui n'est pas vampire, et comment cela fonctionne autour de toi, tu as la possibilité de cerner si j'ai telle situation énergétique, c'est parce que j'ai croisé un tel qui, lui, est un vampire. Et donc, je pratique une technique pour me permettre de me protéger, de me booster, de me recharger. Et pour se recharger, chers Olampangui, il existe des technologies, il existe des techniques traditionnelles, spirituelles, capables de te permettre de te sécuriser dans ta bulle énergétique dans laquelle tu vis. Et puis, prendre soin de tes enfants et ensuite prendre soin de ta petite famille. Oui, chers Olampangui, ton but, à travers ces séries de Kabbalah, à travers ces partages énergétiques, ces enseignements que je distille depuis un certain temps, le but est de savoir que tu es une divinité incarnée et que le protocole de protection contre les attaques se trouve en toi. Tu dois l'activer tout simplement. Et cette potentialité ne peut être activée que lorsque tu maîtrises les techniques qu'il faut pour l'activation de ces facultés, de ces potentialités, de la graine de protection que la source a posée en chacun de nous pour ceux qui ont une connexion à leur matrice de l'âme. Oui, je vous l'ai toujours dit, tous les êtres humains ne sont pas connectés à la matrice supérieure. Il existe des êtres de réincarnation en réincarnation qui ont perdu leur vitalité, qui ont perdu le lien avec leur moella, la matrice de l'âme. Et leur moyo est perturbé par, Champagny, des entités, des sangsues, des vampires, des forces astrales qui puisent leur vitalité. Donc, M. Lampangui, elle est le profit des parents sacrificiels. Ah, c'est le premier profit que je vais vous parler aujourd'hui.
Les parents sacrificiels. Vous allez dire, mais toi, de quoi tu parles? Moi, j'aime mes enfants. Non, attendez. Tu peux être inconsciemment une maman vampire. Ouais. Il y a des gens très pedants. Il y a des gens très lourds. Il y a des gens nocifs parfois sans se rendre compte. Le parent sacrificiel, c'est celui qui utilise son passé d'abnégation comme monnaie d'échange émotionnel. Transformons l'amour filial, l'amour qu'il a au niveau de ses enfants, l'amour qu'il a de ses enfants, de sa petite famille, en dette perpétuelle, impossible à rembourser. Je vais parler de ça hier, vous vous souvenez? Un parent sacrificiel. Ouais. C'est une tactique récurrente. Vous allez constater que les plaintes de santé ou de solitude stratégique que m'ont placé, les rappels constants des sacrifices consentis. Je suis ta mère. J'ai tout fait pour toi. Tu ne sais pas pourquoi, comment j'ai souffert. Tu es un enfant ingrat. Vraiment. Hein? Regarde comment. Donc, en fait, l'éducation n'est plus une posture de transmission des savoirs. L'éducation devient, dans ce cas, pour le parent, une forme de manipulation pour pousser l'enfant vers une certaine forme de culpabilité. Parent sacrificiel. Comparaison entre son dévouement passé en tant que mère, le fait qu'elle ne dormait pas quand tu avais la fièvre, et l'insuffisance perçue du présent. C'est du chantage. Et chantage veut dire chantage. Donc, vous voyez, cher Pangui, vous avez des êtres qui sont des ponctions au niveau thoracique, l'impression d'une main invisible pressant au cœur. Tu sens une certaine forme de douleur parce que tu te dis, mais attends, c'est pas possible, avec tout ce que je fais auprès des parents, ils ne sont jamais satisfaits. J'aide mon père, il n'est pas satisfait. J'aide ma mère, il n'est pas satisfait. Tu passes ton temps, cher Jolan Pangui, à culpabiliser parce que les langages, les paroles toxiques prononcées par les parent sacrificiel est d'une puissance négative énorme, mes Olampag. Et là, le monde reçoit une certaine forme de lourdeur thoracique après chaque interaction avec ses parents, avec ses frères, avec ses sœurs, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu donnes, ils ne sont jamais reconnaissants. Et vous allez constater souvent, lorsque tu es dans la situation entre les parents sacrificiels, lorsque tu aides ton frère, même si vous êtes de la même matrice utérine, il n'y a pas de merci en fait. Vous avez jamais constaté cela? C'est comme un acquis. C'est-à-dire qu'en effet, ouais, mais c'est mon fils, il doit le faire. C'est une obligation. Parce qu'en effet, on a oublié une seule chose, c'est que ton enfant est un ancien être qui a existé, qui a eu sa famille, qui est morte. Cette personne qui est morte revient. Et toi et ta femme, toi et ton mari, vous l'avez donné un corps, lequel cette conscience supérieure va s'incarner pour continuer son œuvre, cher Jolan Pangui, non résolue dans les vies antérieures. Donc, Muntu revient pour structurer sa dette, pour vivre une vie stratégique dans le game, au sein de la matrice déchue, afin de résoudre les problèmes non résolus du passé. On ne revient pas par hasard. Vous savez que nous revenons par affinité. Mais les parents qui t'attendent, parfois ne sont pas initiés pour savoir que celui qui revient parfois, c'est le grand prêtre de Karnak. Celui qui revient, c'est la grande prêtresse de la déesse Hathor. Celui qui revient, c'est le grand prêtre Charles Olampangui de Ouida au Bénin. Non. Ça dit que les parents voient un enfant de 4 ans qui gifle de temps en temps, qu'il injure à 8 ans, qu'il maltraite à 12 ans, parce qu'en fait, ses parents pensent que l'enfant les appartient. La tradition Congo nous enseigne que ton enfant ne t'appartient pas. Ton enfant est une ancienne prêtresse, un ancien prêtre nganga de l'ordre supérieur parfois, qui revient dans un corps physique. Et donc, une fois incarné, l'enfant doit être guidé à un âge donné pour structurer, pour activer, pour développer ses potentialités afin de continuer son œuvre. Et là, c'est tombé dans une famille des êtres non éduqués, non initiés, non structurés, et l'enfant est considéré comme un bébé. Et donc, les parents sacrificiels vont considérer l'enfant comme étant un bébé qui doit être reconnaissant toute sa vie du fait que cette femme a porté le bébé, oubliant qu'elle-même, elle a été portée par sa mère. Chez Champagne, c'est le cycle de la vie, le cycle de naissance sur cette planète. Hélas, vous allez voir qu'il y a du chantage. Et donc, il y a des soupirs involontaires et répétitifs, des sensations de dette émotionnelle infinie. L'enfant se sent pressé, se sent charge la pangui sur une pente parce que les parents sont
des vampires. Ouais, il existe des amis vampires, des gens qui te répètent tous les jours autour de toi, tes cousins, tes cousines, ta tante, ceux qui t'ont accordé une période de leur temps que tu les dois. Sans moi, tu ne devais pas être comme ça. Je t'ai recueilli, je t'ai fait venir en France, je t'ai fait venir en Allemagne, je t'ai fait venir en Belgique. Regarde comment tu quittes ma maison là-bas. Tu quittes ma maison. Oh oui, beaucoup de Mpangui se retrouvent dans les rues parce qu'en effet, puisque celui qui, soi-disant, veut t'aider ne retrouve pas sa part de gain, il te met dans la rue, beaucoup se retrouvent dans des difficultés totales, tout simplement parce que les parents ne se rendent pas compte que celui que tu maltraites aujourd'hui, l'enfant que tu tortures aujourd'hui, est un être supérieur incarné dans un corps biologique pour accomplir son œuvre. Sauf que toi, on t'a permis de pouvoir guider ce tête pendant une période de ton existence, pendant que l'enfant était encore jeune, pour le protéger contre les agressions du système déchu. Mais non, les parents ont fait des enfants leurs esclaves de demain. Alors, il y a même des parents qui investissent dans l'éducation des enfants dans l'idée que c'est un investissement futur. C'est-à-dire que ça, c'est mon argent que je mets à côté. Lui, là, lorsqu'il va réussir, tu dois t'occuper de moi. Est-ce que vous comprenez? Ça devient une dette. Et lorsque l'enfant grandit, l'enfant a son épouse et que l'enfant s'occupe de ses enfants, euh, il arrive que les parents, les mêmes parents, sont en colère contre la femme ou contre le monsieur de leur enfant parce que l'argent là, mais c'est moi qui ai investi. Mais attends, cette femme-là pense quoi? Mon fils, je l'ai envoyé à l'école. Ouais. Parents sacrificiels. J'ai sacrifié ma vie pour qu'il réussisse et s'occupe de cette femme et de ses enfants. Hey, il doit avoir sa femme, il doit avoir son homme, il doit avoir des futurs ancêtres qui doivent s'incarner. Mais non, le parent sacrificiel est celui qui ne va jamais laisser son enfant libre. Il va continuer à considérer son enfant, même à 40 ans, comme un petit garçon, comme une petite fille. Le parent sacrificiel est celui qui pense qu'il va continuer à rester supérieur à cette dame qui a maintenant 40 ans, qui a son mari et qui a ses enfants, mais qui doit continuer à envoyer de l'argent à ce vieux, alors que lorsqu'il était jeune, il n'a pas pris le temps de préparer sa retraite. Oui, l'homme doit préparer sa retraite. Et toi qui m'écoutes, Champangui, est-ce que tu fais partie des parents qui, en effet, vont mettre leur poids de vie sur leurs enfants, parfois empêchant leurs filles, leurs garçons à vivre pleinement une vie familiale parce que, chers Champangui, le poids des parents. Vous savez, certaines personnes me disent, mais tout le monde, tu as dit, lorsqu'on est avec les parents et que ces parents sont âgés, il faut prendre soin d'eux, ils doivent vivre chez nous. Et, Champangui, vous n'avez aucune idée des dégâts qui s'entraînent dans les foyers. Il faut parfois utiliser le ntozo. Votre manière de penser, cher Zolapangui, parfois est astrale. Tu tortures ton mari. Vous imaginez qu'il y a des parents qui vivent chez leurs enfants, le couple, même faire l'amour à ton homme, tu ne peux plus, ma soeur, puisque les murs sont des papiers. Donc, le monsieur est frustré, la femme est frustrée parce que le beau-père, la belle-mère est au salon. Des profiteurs multidimensionnels. Tout simplement parce que l'idée du système, c'est quoi? C'est que puisque je me suis occupé de toi, lorsque je suis vieux, tu m'occupes de moi. Oui, cher Zolampangui, il faut préparer cela. Toi, papa, au lieu d'aller chercher les petites copines du quartier à New York, au lieu d'aller chercher les filles à Montréal, au lieu d'aller gaspiller de l'argent dans des bars, pendant que tu es en train de construire ta famille, prépare ta retraite, prépare ta transition. Après, quand tu ne seras pas capable de travailler dans quel, tu ne vas pas aller imposer ta vie toxique avec tes valeurs toxiques, ton aura toxique au sein de la famille de ta fille, de ton fils. Cher Zolampangui, peut-être qu'on ne vous le dit pas, c'est prudent, c'est nuisible. Ah non, nous sommes une famille, non, attention. Il faut voir des familles où les beaux-parents, ou que ce soit madame ou monsieur qui vivent chez vous, quelle est la toxicité? Il y a des gens, en effet, qui vivent chez leur fille. euh, la vie de couple de la femme n'a même plus de sens avec son mari, mais le mari n'a pas le droit parfois, il ne peut pas se plaindre, il doit observer. Les parents sacrificiels ne se rendent pas compte que l'enfant doit également construire son foyer avec son homme ou avec sa femme et éduquer leurs petits-enfants. Les grands-parents, de temps en temps, peuvent venir en vacances, les grands-parents peuvent visiter les enfants, mais des grands-parents, chers de la famille astrale, qui en effet se disent, mon fils a réussi, je vais vivre chez mon fils obligatoirement, ça entraîne des dégâts. Parfois, c'est des conflits entre la belle-fille et, vous savez, c'est compliqué. Oui, 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 ça paraît comme logique, oui. Oui, si tu as des moyens, mon frère, et que tu dois t'occuper de ta mère,
construis là une maison ou loue là un appartement, tu mets tes parents dans l'appartement, puis tu as des moyens. Ah oui, mais je n'ai pas les moyens. Mes parents doivent venir vivre chez moi. C'est normal, c'est moi le boss. Ouais. Après, ne pleurez pas que de cette famille émanent des enfants détruits. Parce que chez Pangui, on ne peut pas imaginer la logique du Bumuntu, la logique de l'attention Congo n'est pas chère de l'Ampangui de pouvoir imposer l'ancienne génération au sein d'une famille qui est en construction. Oui, les parents doivent de temps en temps envoyer leurs petits-enfants en vacances chez leurs grands-parents afin de pouvoir transmettre ce zoo-là entre grands-parents. Mais les grands-parents qui prennent leurs valises, qui s'installent à la maison de leurs filles, de leurs fils pour nuire au couple, parce qu'à 99%, ce sont des gens qui se disent j'ai investi, c'est mon enfant. Vous imaginez que si ton homme, ton mari amène son père et sa mère, et que toi aussi, madame, tu dis, puisque tes parents sont chez moi, je vais aussi amener mon père et ta mère. Donc, les quatre là sont dans le même salon. Champagny, c'est la bagarre astrale multidimensionnelle. C'est le désordre qui existe dans des familles. Certaines familles sont étouffées. Le monsieur a mal, madame est fatiguée, mais elle ne peut rien dire, puisque c'est la mère du monsieur. Mon frère, si tu veux aider ta maman, prends-la un appartement quelque part, laisse maman dans son secret, dans un milieu secret, dans un milieu convivial, où de temps en temps, vous faites des visites chez vos grands-parents ou vos parents, mais n'imposez pas leur présence dans la vie de couple. Les humains parfois oublient que l'homme et la femme ont besoin d'intimité. Et lorsqu'on est en couple, le but n'est pas d'imposer nos familles, chers Olampangui. Il y a des familles, hein, vous allez constater que le monsieur, il n'a pas le choix, donc il a fait inviter ses cousins ou ses frères dans la famille. Et puis, les problèmes commencent. C'est sa femme qui prend tout. C'est son mari prend tout. Notre sœur est riche. Il n'y a plus de secret de famille. Ici, à Zolampangui, lorsque dans une relation de couple, il n'y a pas de secret de famille, lorsque l'intimité est brisée et que tout ce qui se passe dans la maison se retrouve de l'autre bout du monde parce que vous avez des intrus dans la famille. Les gens me disent, mais tu as dit, quand c'est comme ça, on fait comment? Qu'est-ce que vous faites? Votre maison est un temple. Vous voulez aider quelqu'un, aidez-le à distance. Les gens me disent, mais c'est quoi ce problème? Parce que vous avez oublié une chose. Nous vivons dans des bulles. Ça, ce n'est pas de la gentillesse. C'est pour cela que vos familles s'éclatent. C'est pour ça que je vais regarder comment nous fonctionnons, comment vous vivez, les conflits de famille. Chez Azolampangui, en Afrique, on dit ceci. Pour connaître l'odeur de la bouche d'un ancien qui pue, la bouche de l'ancien qui pue là, il faut être à côté de l'ancien. Est-ce que vous comprenez? Il a des paroles sages à distance. Il est là-bas. Il a dit quoi? Il a dit Zola. Mais si le Zola, il avait dit à côté, juste à côté de toi, devant tes narines, mais purée, mais attends, papa va brosser ta bouche. Vous me comprenez? Ce proverbe nous dit tout simplement qu'à un moment donné dans la vie, garder les parents dans une sacralité, c'est les mettre dans les conditions normales de température de pression. Je n'ai pas dit ne pas s'occuper des parents, mais il ne faut pas qu'ils soient des vampires. Et il y a des parents sacrificiels qui vont passer leur temps à vous répéter. L'incapacité à ressentir la joie, l'incapacité à ressentir la légèreté en présence de ces parents-là. Tu es là, tu es frustré parce qu'ils te manipulent. Parce que si Mpangé, tu n'as plus de vie. Je répète tout simplement, chers Mpangé, que du vivant d'une personne, écoutez-moi bien, Mpangé, le monde, le bacala, l'ankento, l'homme, la femme a pour fonction de préparer l'après. Si tu ne comprends pas que ta vie, chers Zolampang, est de préparer ton après à toi, oui, tes enfants vont t'apporter de l'aide, oui, tes enfants vont t'accompagner, mais ta vie, une fois que tu rentres dans cette phase de chute libre sans vitesse initiale vers la tombe, tu ne dois pas nuire à la vie de tes enfants ni de tes petits-enfants parce que tu n'as pas préparé toi-même de ton vivant la transition. Quand je vous dis que tu es fondé sur les Makoko Matatu, il faut bien comprendre ça comme Pandu Nzinga. Et si tu es distrait, cher Zolampangui, tu vas te retrouver vieux, abandonné, malheureux. Et tu deviens haineux. Ah, j'ai mis des enfants au monde. Ils ne m'aident pas. Mais les enfants ont des charges que tu ne peux pas parfois comprendre. Les propres enfants sont en déficit bancaire. Ils doivent la banque. Ils sont dans les problèmes qui ne te disent pas. Mais le problème, c'est que tu es tellement égocentrique que tu penses que les problèmes, ils doivent laisser leurs problèmes de vie parce que tu n'as aucune idée de ce que vit ton fils, mon père, mon frère, papa. Tu n'as aucune idée de ce que vit ta fille.
Mais puisque Chiampangui, c'était un parent sacrificiel, il va passer son temps à se plaindre. Il va vouloir que son fils puisse s'occuper de lui, alors que son fils a déjà 5 enfants, 6 enfants, qui sont dans les écoles, des universités, des lycées, qu'il faut payer. Non, mais l'humain s'en fout. Quand tes parents sacrificiels, c'est d'abord sa tête. Ah, mais moi, j'avais investi. Ouais, mais pourquoi tu n'as pas préparé la transition? Mais non, mais je t'ai éduqué. Charles Zolampangi, si tu ne comprends pas ça, tu deviens papa méchant, une maman méchante, parce que tu vas perdre tes forces. Tous les êtres humains, nous tous, sans exception aucune, à un âge donné, nous perdons nos forces, nous perdons nos facultés, nous perdons nos capacités. Est-ce que tu l'as préparé? Est-ce que tu es en train de préparer cela? Ou bien tu attends que tu deviens le sorcier de demain? Oui, il arrive que celui qui était gentil toute ta vie, vers la fin, quand tu es seul, abandonné dans une chambre, la colère commence. Mais cet enfant-là, j'ai tout donné, mais comment il peut... Comment ça, papa, maman? Prépare la transition. Prépare ta retraite. Ton fils n'est pas là à subir ta vie. Je ne sais pas comment lui, il va subir sa vie déjà. Donc, vous voyez que les parents sacrificiels, il faut les localiser très tôt et dire à vos parents, à vos pères et à vos mères que la tradition, comme on te dit, papa, est-ce que tu as déjà préparé ta transition? Quand tu vas être en... Oui, mais tu es là. Et si je meurs? Et il peut arriver que ton enfant meurt. Il peut arriver que tu n'as plus d'enfants parce que accident de voiture, tes enfants sont partis. Qui va s'occuper de toi? Après, tu vas dire, oui, mais bon, j'avais des enfants, ils sont morts, donc je suis abandonné, je ne sais pas quoi faire. Mais tu n'es pas venu sur la terre pour compter sur tes propres enfants seulement. Tu es venu pour accomplir ton œuvre. Pendant que vous avez de l'énergie, chers Zulampangé, vous devez accomplir l'œuvre. Vous devez vous dire qu'à un âge donné, vous ne pouvez plus louer. Vous devez être chez vous, dans votre propre maison. Résolution des problèmes. Vous devez avoir de l'épargne supérieure, de sorte que Champagne, jusqu'à 100 ans, vous vivez sans travailler. Vous avez cette possibilité d'avoir de l'assurance. Parce que vous savez que si quelque chose m'arrive, j'ai déjà assuré mon existence. Vous devez être un parent prévoyant futuriste sans pour autant construire sa vie parce qu'il a des enfants. Oui, Champagne, il y a des parents toxiques qui mettent leur poids sur la vie de leurs enfants. Je ne vous dis pas que les enfants ne doivent pas s'occuper de leurs parents lorsqu'ils en ont envie, mais Champagne, vous ne pouvez pas imaginer le poids. Parfois, l'enfant est dans des vrais problèmes de son existence. Il fait des burn-out. Quand il a un problème de santé, et là, tu dis, ah, mon fils a fait un burn-out. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est la pression parfois des parents toxiques. Nous avons également chez Champagne des amis. Des amis. Ce que j'appelle les oreilles poubelles. Oreilles poubelles. Ouais, des amis. Des oreilles. Ouais, l'image là, j'ai aimé ça. Les oreilles poubelles. Voilà. Ça veut dire l'ami qui déverse constamment ses problèmes sans jamais appliquer vos conseils. Vous avez jamais constaté un ami qui vient vous voir et vous lui donnez des conseils, des vrais conseils. Ma soeur, mon frère, mon ami, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il ne pratique jamais tes conseils. Jamais. Mais il vient toujours se plaindre et qui vous appelle systématiquement quand ça va mal. L'ami oreille poubelle, un ami toxique, astral, iséfétique, métatronique, démoniaque. Je ne sais pas quel nom on va donner à ces amis-là, mais ce sont des escrocs VIP, des amis toxiques. Si vous avez autour de vous des amis qui se plaignent, et qui, chaque fois qu'ils ont un problème dans leur relation de couple, dans leur famille, dans leur vie entrepreneuriale, dans leur vie, ils viennent vers vous déverser. Ma soeur, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Et toi, puisque aussi tu es devenu vampire, parce qu'il y a des gens comme ça, les gens qui aiment écouter les autres en tant que des vampires, ils absorbent les bêtises des autres, ça leur fait du bien d'écouter les malheurs de certaines personnes. Ouais, il y a des gens comme ça. Toi, tu penses que tu viens déverser tes choses pour qu'ils t'aident. Lis les compteurs parce que bien fait pour ta tête. Il y a des gens comme ça. Et au fond de sa graine astrale, il dit bien fait pour toi. Mais tu ne le dis pas. Il a dit ça. Mais ton mari là aussi. Hein, oh. Il est content parce que parfois ton ami est célibataire. Il est parfois étonnant de constater qu'il est célibataire. Les femmes mariées, les hommes mariés ont des amis célibataires. Cette équation, je n'ai jamais compris. C'est-à-dire qu'en effet, la tradition Congo nous enseigne que les célibataires doivent rester entre les célibataires. Les mariés n'ont pas d'amis célibataires. Mais hélas, vous allez constater souvent que la femme mariée a sa copine célibataire. Et mon frère, quand ta femme a une copine célibataire, tu es en danger de mort. Ma soeur, quand ton mari a des amis célibataires, votre couple, on va en parler. Vous comprenez? Chute libre sans vitesse initiale. Et cette relation entre l'ami toxique qui vient déverser ses bêtises est fondée sur un échange à sens unique où vous devenez le réceptacle des émotions négatives sans jamais être nourri en retour par des interactions positives.
Et donc, vous allez voir qu'il y a une certaine forme de tactique constante. Appel au moment de faiblesse, fin de journée, il rentre du boulot, la sœur ou le frère est décomposé, il prend son téléphone, il t'appelle et ça parle, et ça parle. C'est-à-dire qu'il doit parler. C'est devenu comme son psychologue. Et puis, monopolisation de la conversation sans réciprocité. Il te balance ses bêtises de la journée, ses problèmes, chers Olampang. Et toi, tu écoutes. Le pauvre de toi. Parfois, toi qui écoutes, ton mari t'attend. Ton mari dit, mais oh, chérie, on va manger. Je suis au téléphone avec Henriette. Henriette a appelé. Quand Henriette appelle le frère, et déjà dessus dit, ah, elle va être au téléphone avec Henriette. Le pauvre. Si tu dis que non, mais ta copine, ah oui, mais hey, c'est pas ton problème, tu veux me séparer de ma copine. Relation à 3, non à 4. Il y a le mari, le pauvre, parfois, qui se retrouve dans une situation où il y a une femme, champagne, vampire, qui aime écouter les bêtises des autres, oui, pour ressentir le plaisir de son existence, pour comparer sa vie et la vie des autres. Donc, venez me dire ce que vous vivez. Il y a des femmes comme ça, des hommes comme ça. Et le téléphone, troisième entité, où il ou elle, cette personne, cette femme, passe son temps à scroller sur le téléphone, à chercher quelle copine a quel problème. Ma copine, tu as vu? Ouais. Donc, couple à 3, déjà. Et couple à 4, c'est l'entité extérieure. La copine de l'autre côté qui t'appelle, s'il est loin, mais s'il vit juste dans le quartier, c'est encore mal barré. À 7 h du matin, oui, tu es déjà chez toi. À 20 h, toujours avec ta copine, ça tchatche, ça blague, ça parle. Le pauvre monsieur ou la pauvre femme est assise en train d'attendre son mari parce que le mari est au téléphone avec son ami en train de parler de ce que le patron a fait parce qu'en effet, sans médisance, champagne, l'oreille poubelle, l'ami poubelle ne peut pas en fait vivre. Il doit déverser son venin parce que ses problèmes, champagne, il faut le mettre dans le corps de quelqu'un d'autre. Il va appeler son ami pour raconter des bêtises. Et oui, champagne, nous sommes dans cette réalité-là. Le recyclage des moments de mêmes problèmes déjà conseillés. Oui, oui, c'est vrai, Ntouadintou, mais tu me l'avais déjà dit, tu m'avais déjà conseillé dessus. Je dis, mais attends, le problème que tu me soumets, on en a déjà parlé. Oui, mais bon, mais pourquoi tu ne pratiques pas, pourquoi tu ne appliques pas les conseils qu'on te donne? Vous allez voir que lorsque quelqu'un est un vampire, il va vous soumettre à chaque fois le même problème, tu donnes des conseils, il ne va jamais appliquer cela. Ça ne l'intéresse pas, en fait, ce que tu lui dis. Ce qui est important pour lui, c'est qu'il vient déverser ses émotions. Et puis, dès qu'il n'a plus rien à dire, disparition, quand tout va bien pour eux, il se retire. Tu ne le vois pas. Et quand il t'appelle, c'est pour dire seulement, ah, le mois passé, tu te souviens le problème que je t'avais dit là? Ah, la suite là. Et si celui qui écoute aussi est quelqu'un qui est champagne, n'a pas de vie, parce que c'est ça, en fait. Vous savez ce que je suis en train de vous dire là est une chose que beaucoup de gens n'intègrent pas. Parce que l'être humain se dit qu'il est dans sa vie, il est là pour faire ça, à écouter les bêtises émotionnelles, astrales des amis poubelles, mais ils oublient une chose, c'est que tu n'es pas né pour ça. Peut-être qu'on ne te l'a jamais dit, tu n'es pas né pour écouter. Sauf si c'est ton métier. C'est différent, on est d'accord. Si tu es thérapeute, si tu es psychologue, si tu es... Oui, c'est ton métier. Mais, chers Olampang, tout le monde n'est pas thérapeute. On est d'accord. Celui qui n'est pas thérapeute et qui passe son temps, chers Olampang, à écouter, à vouloir être celui qui écoute les amis poubelles, ne se rend pas compte que ça va entraîner des fatigues auditives et des maux de tête après les appels. Beaucoup ont mal dans leur vie parce qu'il faut un transfert émotionnel. Ton ami te dit, je viens de trouver ma femme sur le lit avec un autre monsieur, et il est en colère, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, il t'appelle toi. Et toi, mon frère, tu décroches le téléphone, qu'est-ce qui se passe? Ah non, je vais te trouver Pierrette sous le lit avec François. Pierrette a fait ça. Toi, de l'autre côté, tu es fâché, mais Pierrette, elle n'est pas consciente. Et là, madame vient du boulot et toi, tu es fâché. Vous, les femmes, ça commence. Transfert émotionnel, chers Olampang. Vous, les femmes, qu'est-ce que j'ai fait avec ta copine Pierrette? Ta femme, c'est pas Pierrette. Pierrette, c'est la femme de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Non. Champagne, c'est chaud, le fonctionnement d'un être humain. Il va comparer son existence à la vie des autres. Il va faire un transfert émotionnel. Il va détruire son existence parce qu'il ne vit pas dans sa bulle. On déverse des matières fécales dans sa bulle. Toutes les expériences des autres ne sont pas des expériences. La procrastination à répondre aux messages, ça entraîne un sentiment d'être vidé
mentalement, après chaque échange, parfois, tu rentres dans une forme d'anxiété à la vue du nom sur l'écran téléphone. Dès que le nom apparaît comme ça, tu es, oh, qu'est-ce qu'il va encore dire? Mais qui t'a dit de décrocher? Ce n'est pas une obligation de décrocher l'appel de quelqu'un que tu sais qui est toxique. Il faut développer de la personnalité. Il faut développer de l'identité. Il faut que tu sois capable de dire non, stop, c'est ma vie, c'est mon existence. Quand le téléphone sonne, tu n'as pas l'obligation de décrocher. Non, c'est ton existence. Tu sélectionnes avec qui tu parles, tu sélectionnes qui va rentrer dans ton existence parce qu'il y a des amis toxiques qui existent. Et puis, à côté de cela, il y a des partenaires jaloux. Chers Olympiens, des partenaires jaloux. C'est-à-dire, le partenaire jaloux utilise l'amour comme outil de contrôle. Il va chercher à éroder progressivement la liberté, l'identité de l'autre, sous couvert du patient, d'attachement exclusif. Je t'aime, tu sais, je pense à toi, tu es à moi. Non, non, un escroc VIP, quoi. Vous me comprenez? Et donc, les micro-critiques, comme je vous l'ai dit la fois dernière, les micro-critiques constantes sur l'apparence, le comportement, la réussite. Il va chercher à critiquer encore et encore. Quand un homme et une femme se critiquent comme ça, vous pensez que c'est de l'amour, chez un Paris, ça commence. Et puis, il y a l'isolement social progressif. Tu prends la fille de quelqu'un, vous êtes en couple, vous êtes mariés, et tu l'éloignes de sa communauté, tu l'éloignes de la famille, tu l'enfermes quelque part dans un pays étranger, et tu ne veux pas qu'il puisse être en relation sociale avec sa propre famille. Les chers Olampangui, isolement social progressif, des amis parfois matiques qui apportent la paix, parce que chez Pangui, quand tu es dans ta bulle, il faut que tu attires autour de toi des êtres qui vibrent à la même fréquence, qui ont des bulles compatibles, et ainsi de suite. Et les tests d'amour répétitifs sous forme de défis, sous forme d'ultimatum. Si tu ne fais pas ça, je quitte le couple. Si tu continues en divorce, des chantages chez Pangui. Et donc, ça baisse progressivement l'estime de soi. La femme, là, ne sait plus qu'elle est jolie ou pas jolie. Elle ne sait pas comment elle est. Le monsieur le perturbe par des paroles très choquantes, des phrases dures, l'hypervigilance et anticipation des réactions. L'être a peur, le monde a peur parce que, en fait, le partenaire est jaloux, maladif. Et ça entraîne une certaine forme de rêve récurrent, de fuite. Le cerveau commence à réfléchir comment quitter cette relation. Tu passes tout ton temps à réfléchir quelle stratégie faire pour avoir une nouvelle femme, un nouveau monsieur, et ainsi de suite. J'ai Pangui, c'est chaud la vie. Et là, tu rentres dans un doute permanent de tes propres perceptions. Tu commences à douter, est-ce que je suis vraiment comme ça? Est-ce que je suis capable? Parce que l'autre te fait douter. Non. Charles Lapangui, lorsque tu vis sur ce plan et que tu es en relation avec quelqu'un et que ça ne marche pas, vous cherchez de l'aide. Et si vous arrivez à trouver de l'aide, tant mieux, vous équilibrez le couple. Mais je vous ai toujours dit, dans la tradition Congo, Charles Lapangui, la vie n'est pas une prison. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que tu es né de ta mère, pas pour subir les bêtises du partenaire. Lui aussi, il est né de sa mère. Vous êtes rencontrés par affinité, vous vivez ensemble pour devenir meilleur. Et quand tu sens que l'autre, qui a vécu dans sa vie, qui a grandi dans un milieu donné, avec un comportement donné, mais qui ne te respecte pas dans une relation chez Pangé, il faut savoir dire stop. Beaucoup de femmes sont battues dans des foyers et beaucoup de femmes perdent leur vie. Il y a aussi des hommes qui sont battus, hein, mais la majorité sont des femmes qui sont souvent battues et vous allez constater que ces femmes perdent parfois leur vie dans ces foyers-là. Beaucoup des hommes en Occident, par exemple, même en Afrique, tuent leurs femmes par des coups de poing. Ma soeur, tu n'es pas née pour recevoir de tels traitements, tout simplement parce que tu penses que c'est la seule chose à faire. Je sais que dans une relation, Charles Lampangui, il y a des forces occultes parfois qui t'empêchent de bouger, tu es tétanisé, tu ne sais même pas comment réagir, comment sortir de ce gouffre. Mais à un moment donné, quand tu écoutes les paroles de tout le monde, soit des Kimbazi, tu dois dire stop. Stop. Parce que les forces, tes ancêtres, les guides sont là pour t'apporter quelque chose de meilleur. Si ça ne marche pas avec Alpha, Champangui, qui ne t'a pas dit que tes ancêtres t'ont préparé Bêta. Et peut-être que ta vie sera remplie lorsque tu seras en relation avec Gamma. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce qui veut dire qu'on ne subit pas l'existence. Beaucoup subissent parce qu'ils se disent, je n'ai pas le choix. On a toujours le choix. On est capable de dire stop. On est capable de dire non. On est capable dans le monde de dire, écoute, c'est bon.
La relation ensemble, ce n'est pas une prison. Surtout quand tu tombes sur une femme ou un homme vampire, qui en effet va penser que tu es un acquis. Mon frère, ma soeur, dans une relation de couple, tu n'es pas un acquis. Il faut que tu dises à ton partenaire, je ne suis pas un acquis. Et il faut que tous les jours, vous draguiez. Vous draguez mutuellement. Si ton homme te considère comme un acquis et qu'il n'a plus un œil sur toi parce qu'il dit c'est ma femme, je le tiens, nous sommes ensemble, nous faisons l'amour ensemble, Champagne sait que votre relation est vouée à l'échec. Si ta femme pense que c'est mon homme, c'est bon, il est fait, c'est bon, tu peux rester à la maison sans prendre soin de toi avec des cheveux tordus, tu reviens le matin, tu ne te brosses pas, tu ne te laves pas, tu ne te maquilles pas, tu n'as rien fait parce qu'il t'appartient. Ma soeur, t'es morte. La tradition Congo nous enseigne que dans une relation de couple, tous les jours, il faut de la séduction perpétuelle. Parce que Champagny, l'être humain est un être de vie, c'est un être qui aime le challenge. Un être humain qui n'a pas de challenge est un être déconnecté de la matrice de son âme. L'être humain est un gamer. Et il faut donc, dans une relation de couple, lorsque vous êtes ensemble, il n'y a pas d'acquis. Oui, c'est mon homme, oui, parce que vous êtes déjà des partenaires. Mais tous les jours que la nature vous accorde, il faut vous séduire mutuellement. La question que j'aimerais te poser, toi qui m'écoutes, est-ce que tu séduis, est-ce que tu continues à séduire ta femme? Est-ce que tu mets le bon parfum là? Est-ce que tu te coiffes correctement? Est-ce que tu... Cher Zolampangé, ma soeur, est-ce que tu prends le temps à continuer à séduire ton homme? Ah oui, mais il m'appartient déjà, tu n'as rien compris. Tu penses que tu vis seul sur cette planète. Ta bulle, ton aura va se fissurer. Après, c'est des disputes. Après, c'est le dédain. Après, oui, on a fait 30 ans de mariage, on a décidé de se séparer. Voilà, parce que vous ne comprenez pas le but du game. Le but du game, ce n'est pas vivre dans une même maison comme des colocataires. Le but du game, Champagny, c'est de pouvoir avoir des partenaires de jeu. Est-ce que ton homme est un partenaire de jeu ou bien c'est un pervers? Est-ce que ta femme, chère Zolampangé, est une partenaire de jeu pour toi? Est-ce que c'est la femme qui comprend le game? Ou bien une fois que vous êtes dans le couple et que vous êtes dans la même maison, c'est fini, elle pense que c'est fait. Elle est assise, elle prend du poids, elle se néglige, chère Zolampangé. Voilà pourquoi Champangé, dans une relation de couple, c'est une relation de jeu. Et quand le jeu Champangé n'est plus joué par les deux, l'échec est juste à côté. Et les forces astrales en profitent pour détruire une telle relation. Et les partenaires jaloux, Champagny est un partenaire qui n'a plus confiance en lui parce qu'en fait, Champagny, il pense que tu es un acquis. Quand ton mari est jaloux, quand ta femme est jaloux, il faut bien comprendre qu'elle n'a pas confiance en elle. Elle a peur que notre femme puisse voler son mari. Et ma soeur, mais déploie tes ailes. Mon frère, déploie tes ailes. Bon, si tu n'as pas de cours de sapologie, contacte un Congolais. On te relook. Champagny, t'es frais. Ta femme est à toi, tant que tu restes frais. Ton homme est à toi, ma soeur, tant que tu restes fraîche. Il faut que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que le laisser aller Charles de Lampagne va pousser l'autre à commencer à douter de la relation. Et quand un partenaire commence à douter de la relation, il n'y a plus de relation. Vous n'êtes pas des acquis, ce n'est pas une obligation de vivre ensemble. Est-ce qu'il est obligé que tu vis avec lui? Oui, mais c'est mon mari. Oui, mais ce n'est pas la punition. Il faut de la... Parce que chez un pari, tu sais, quand tu vis avec quelqu'un et que tu te laisses aller et que tu te négliges, parfois l'autre ne voit plus ta beauté. Et quand l'autre ne voit plus ta beauté, cher Zulampari, il pense que tu es un acquis. La maltraitance, c'est tout ça. Il devient jaloux. Il ne veut pas te voir parler avec l'autre. Parce qu'il n'a pas quelque chose à te donner. Quand quelqu'un est jaloux dans une relation, c'est que la personne est vide à l'intérieur. Parce qu'une relation de couple est fondée sur le respect mutuel, mais aussi, Champagny, sur la confiance. Tu as confiance à ta femme. Oui, mais bon, mais si elle me trahit, et alors? Tu penses que si ta femme ou ton homme veut te trahir, tu vas faire quoi? C'est pour cela que il faut la séduire. Il faut que l'homme puisse avoir des yeux que pour toi. Ta femme doit avoir des yeux que pour toi. C'est-à-dire que même quand elle rêve de toi. Mais quand elle commence à rêver de son patron ou de ce nouveau secrétaire, la petite fille de 19 ans qui est arrivée dans l'entreprise, qui s'habille fashion avec un parfum, le diable, ouais, le parfum, le diable. Cher frère, maman à la maison, elle est là, elle sent l'odeur de l'oseille. Le monsieur rentre. Non, je ne me suis pas lavé depuis le matin parce que je nettoyais la maison. Cher Zolampari, je vous l'ai toujours dit, les relations s'effritent.
lorsque nous ne maîtrisons pas les codes. Voilà pourquoi les partenaires jaloux ont des impacts nocifs dans une relation de couple. Ce sont des vampires, en fait. Séduis ta femme. Ma soeur, toi qui m'écoutes, séduis ton homme. Ne pense pas que c'est un acquis. Ah oui, mais à 15 ans que nous sommes ensemble, c'est déjà mon homme. Voilà pourquoi les petits de 19 ans tournent autour. Chacun cherche. Chacun veut se caser. Mon frère, il faut faire du sport. Je vous l'ai déjà dit, quel est ton niveau de cardiaque? Ton cardio. Est-ce que tu fais que 15 minutes parce que ton cardio est faible? Ou bien tu es efficace parce que tu soulèves le fer? Donc, parmi ce sujet intéressant, mais il y a aussi les enfants tyrans. Les enfants comment? Tyrans. Ah oui, je ne parle pas que des parents toxiques qui nuisent aux enfants, mais les enfants qui nuisent aux parents. L'enfant tyran utilise l'amour inconditionnel parental, l'amour de papa, l'amour de maman, comme levier pour manipuler et drainer l'énergie de ses proches, transformant le lien familial en prison émotionnelle. Il y a des enfants tyrans. Ça aussi, il faut les corriger correctement. Chers Olampangui, un Pangui de la tradition Kemuntu ne doit pas, Champangui, laisser son fils devenir tyran. C'est une anomalie. Il est né pour que tu le canalises. C'est ton enfant, pas ton chef. Ce profil se développe quand les limites ne sont jamais posées. Chers Olampangui, quand il dit au lit, c'est au lit. C'est un dictateur. Non, tu es un père. Je ne suis pas leur ami. Je suis un père. Et le père, quand il dit devoir, lecture, résumé de texte, tu dois les lire. Il faut que l'enfant se dise, ouais, papa a dit, maman a dit, point. Mais non, mes chers Olampangui, vous savez, à des moments, les parents n'arrivent même pas à parler devant leurs enfants. Maman, tu me fais chier, putain, tu me fais chier. Ton fils te dit ça. Mais je t'ai mis au monde. Tu es passé par moi. J'ai le devoir de te guider jusqu'à l'âge où tu vas t'activer. Si je te fais chier là. Mais je te montre que je suis ton père. Ton père physiquement, spirituellement, énergétiquement, je suis ton père. Tu auras mal là-dedans. J'ai mal là-dedans. Papa est fâché. Va demander pardon. Papa est fâché. Ça veut dire que quand je te corrige, je n'ai pas besoin de te toucher. Tu es mon fils. Tu es ma fille, n'est-ce pas? Mais je te corrige dans tous les plans. Non, mais cher Pangui, le pouvoir d'un père sous sa descendance est illimité lorsque le père remplit sa fonction de père. Lorsque la mère remplit sa fonction de mère. Mais hélas, il y a des parents qui ne savent pas comment utiliser leur potentialité spirituelle pour canaliser leurs enfants. Ce n'est pas la faute de l'enfant. L'enfant est dans l'épigénétique. L'enfant est à l'école, dans le quartier, à la maison. Il a des comportements du milieu dans lesquels il fréquente. Et toi, papa, tu dois faire de sorte de purifier toutes les bêtises des autres milieux. Et donc, ce profil-là se développe quand les parents ne mettent pas les limites. Les limites ne sont jamais posées, créant un déséquilibre où l'enfant apprend à obtenir ce qu'il veut par le chantage émotionnel plutôt que par la communication saine. Un enfant tyran est un vampire. Il y a des parents qui passent tout le temps à vouloir canaliser l'enfant. Non, chers Olampangui. Il faut le déprogrammer, le reprogrammer. Il faut un swacking coco totem. Il faut en effet aller activer, nettoyer jusqu'au univers totémique, minéral, végétal, animal de l'enfant. Oui, des crises émotionnelles spectaculaires. L'enfant se fâche, il crie, il roule. Non, chers Olampangui, ça, ce n'est pas des enfants équilibrés. L'esprit qui s'est incarné dans un corps biologiquement instable. Des menaces d'échec ou de malheur. Papa, quand je comme ça, je vais me suicider. Suicide-toi. Et même là encore, je vais t'empêcher de te suicider. Parce qu'en tant que parent, il faut des outils. Chers Olampangui, il y a des menaces. Je continue, je quitte la maison. Je quitte la maison. L'enfant te menace. Et la maman a peur. On va le perdre. Mais parce que vous l'avez déjà perdu depuis qu'il avait 0 mois. Un enfant ne change pas si les parents ont donné les bases. Les enfants sont des programmes. Il faut les programmer dès l'enfance. L'enfant. Vous voyez, les enfants qui sont impolis, les enfants tyrans, c'est l'éducation des parents. L'incapacité de certains parents. Mais tu passes tout ton temps au boulot, tu veux que... L'enfant est éduqué par la télé.
mon frère, ma soeur. Et puis en plus, il y a des femmes qui mettent au monde des enfants alors qu'elles ne se sont pas préparées à les élever. Alors toi, ma soeur qui m'écoute, est-ce que tu as déjà reçu une initiation comment élever un enfant? Oh non. Pourquoi tu as mis au monde? Parce que je suis une femme, fallait... C'est du n'importe quoi. Vous pensez qu'on met au monde par hasard. Est-ce que tu as fait une formation pour éduquer les enfants? Oh non. Alors, vous qui m'écoutez, j'aimerais vous lire. Est-ce que vous avez fait des formations? Est-ce que tu es parti à l'école, à l'université, dans une institution pour se former intellectuellement, spirituellement, matériellement à éduquer un enfant? Ça veut dire qu'en fait, tu as une femme à la maison qui n'a jamais été initiée comment éduquer un enfant, mais qui met au monde des enfants. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est que qui va éduquer les enfants? Ce père qui est devenu père, est-ce qu'il a mis en place la mécanicité d'un papa? Est-ce qu'il a été initié à gérer des codes multidimensionnels, parapsychiques, énergétiques pour la protection, la sécurisation et l'éducation de ses enfants? Oh non! Voilà pourquoi je dis souvent que nous sommes des plaisantins. Les gens me disent, mais tout le monde a dit que nous sommes des plaisantins. Oui, l'humain est un plaisantin. C'est-à-dire que deux gamins, la gamine et son ami gamin, qui en effet, puisqu'ils ont la barbe, pensent que mettre au monde, c'est une obligation sociétale. Ils pondent des enfants qui ne vont pas être canalisés parce qu'eux-mêmes, c'est que des enfants. Vous comprenez le game? Et puis, nous sommes étonnés de voir que dans certaines familles, il y a des enfants tyrans, des enfants incontrôlables. Ton fils devient le chef de la famille. Il y a des enfants qui crient sur leurs parents. Oui, parce que les parents sont des gamins. L'enfant a compris que papa, c'est un tigre en papier. Maman, c'est encore pire. On ne met pas au monde si on ne se prépare pas. On n'a pas des enfants parce qu'il faut avoir des enfants. Et il faut une initiation pour l'éducation. Après, vous êtes étonné que lorsque vous mettez au monde des enfants, vos boucliers de protection, vous-même, vous ne l'avez pas. Vos enfants ne sont pas en sécurité. Vous passez votre temps, dès que le mollo qui rentre en jeu pour commencer à vampiriser l'énergie de vos enfants, vous passez votre temps à aller rencontrer des gangs, à protéger mes enfants, prier pour mes enfants. Ce sont des enfants. Qui t'a dit de les mettre au monde sans avoir des techniques de protection au préalable? Chaque année, le monde était un terrain de guerre. Tu as mis au monde des enfants, n'est-ce pas? Est-ce que tu disposes des techniques de protection, de renforcement aurique? Est-ce que tu maîtrises les techniques de protection totémique des enfants dans l'univers totémique? Oh non. Pourquoi tu as mis au monde? Pour créer un enfant tyran. Moi, je vous ai toujours dit, mes Olampangui, l'humain est responsable de ses propres problèmes. Les gens me disent, toi, du non, il ne faut pas dire ça. L'autre m'a attaqué. Il t'a attaqué parce que Champangui, tu es un gamin. Parce que quand tu maîtrises cette technique et que tu maîtrises des choses, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des gens qui vont t'attaquer, qui vont se retrouver à l'hôpital parce que tu sais que ton bouclier est un bouclier qui renvoie les attaques familles. Parce que tu le renforces tous les jours. Parce que tu ne déconnes pas, en fait. Parce que tu as des enfants, il faut les protéger. Tu as appris la technique de la protection totémique de tes enfants. Parce que quelqu'un va voir un marabout, va voir un sorcier et dit, je veux que le fils d'un tel meure. Le sorcier même voit et dit, mais le fils n'existe pas. On me montre qu'il n'y a personne. Parce que le fils est protégé dans le corps de sa mère, dans le monde totémique de son père. Mais lorsque les parents ne savent pas que ça existe, ces choses-là, la question que je vais te poser, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui vas écouter cela en différé, est-ce que tes enfants sont protégés dans l'univers totémique? Est-ce que tu as déjà fait le rituel de la protection totémique de tes enfants? Oh, hein? Rituel quoi? Mais en fait, tu existes dans quelle réalité? Un père, une mère qui n'a jamais protégé totémiquement ses enfants seront piratés par des forces de Mounouki à l'extérieur. Vous savez, moi je viens du Congo. Et puisqu'il existe la technique de la protection totémique des Congo, dans l'univers Congo, comme en Afrique centrale, au Cameroun, au Gabon, les parents protègent leurs enfants dans leur corps, dans l'univers totémique. Lorsque mon fils, je le regarde seulement. Quand je suis fâché, je le regarde seulement. Il sait, papa ne veut pas ça. Je n'ai pas besoin de parler. Il est en moi.
C'est mon bébé. Je parle avec lui télépathiquement par un simple regard. On est chez les amis, on est venu chez les amis, l'enfant veut s'agiter, je le regarde. Vous avez jamais vu une maman africaine qui fait pleurer un enfant par un regard? Maman nous faisait pleurer par le regard. Moi, ma mère, quand elle était vivante, maman te regarde seulement, je pleure tout seul. On dit non, j'ai envie de pleurer. On dit pourquoi tu pleures? Le regard. Un regard, aujourd'hui, quand tu arrives en Occident, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, putain, maman, tu me fais chier, vide sidéral. L'enfant est à l'extérieur des parents. Tu ne peux pas être quelqu'un de la tradition Congo primordiale. Tes enfants ne sont pas sécurisés à l'intérieur de ton champ énergétique. Nos enfants sont protégés totémiquement à l'intérieur de nos corps. Est-ce que tu as déjà fusionné ton enfant avec un univers totémique? Est-ce que tu as déjà fait le rituel? Je vous ai dit, moi, quand j'étais bébé, nous, en Afrique, dans les traditions, on nous lave avec les os des animaux, les os, les plantes, les pierres. Nous avons des bains que nous recevons quand on est bébé avec les os de certains. Est-ce que votre enfant est un être vide sidéral qui est né et puis qui grandit par hasard et puis qui te dit des putain, maman, tu me fais chier et toi tu es là, maman, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment éduquer mon enfant? Je l'ai perdu. Mais vraiment, nous sommes des gamins et des gamines. Voilà pourquoi, chers Olampangui, le vampirisme nous fait beaucoup de mal. Nous oublions que lorsqu'un enfant vient au monde, il faut le protéger. Totémiquement. À travers le Kinkoko, tu protèges tes enfants. L'enfant est dans ton corps. Tant que tu es vivant, tant que tu es sur cette terre, tant que tu es le gardien, et même lorsque tu meurs, tu continues à protéger tes enfants parce que tu as installé à la maison le culte des Bakolo. Ton fils, il sait. Ton fils, il sait. Il vient. Papa, bon, depuis que tu es parti là, il faut qu'on cause. Parce que tu l'as enseigné que le mort n'est pas mort. Tu as enseigné l'enfant de ton vivant, la communication supraluminique avec l'univers des ancêtres. Que tu meurs ou pas, l'enfant a besoin de conseils. Il te contacte. Mais est-ce que vos enfants ont le numéro de téléphone de l'univers ancestral? Est-ce que ton fils sait comment se communiquer avec Mpemba, Kumpemba, l'univers ancestral? Oh non. Mais en fait, l'enfant sait faire quoi? Oh non, il était à l'école pour se scolariser. Il a un master en marketing digital. Et puis, il va au travail, c'est un ami qui le jette le Mwanza, le Mopanzi, le cancer. L'enfant revient à la maison avec une maladie incurable dans la science occidentale. L'enfant meurt. Gâchis. Gâchis. L'enfant est doctorant en physique nucléaire. Il meurt parce que l'autre a dit, bon, puisque tu te la pètes, je vais te montrer. Et là, il prend la poupée, il fait la symbiose, il prend les aiguilles, il pique à ton fils. Ma soeur t'es même pas informée que ton fils est en train de subir une attaque grave des Moloki. Pourquoi? Parce que, mon frère, ma soeur, vous êtes distraits. Vous mettez au monde parce qu'il faut mettre au monde. Vous tombez enceinte par hasard. Vous n'avez pas été préparé pour être des parents. Et les malheurs des nôtres, c'est ça. C'est que beaucoup de gens ne sont pas préparés pour être des parents. Pour être un père, pour être une mère, il y a des initiations à avoir. Je vous l'ai déjà dit, j'étais en Chine. Quand j'étais étudiant, si j'ai mal à la dent, ma mère au Congo m'appelle. Je découvre, maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ta dent fait mal? Ah, ma mère était... Oui, il y a beaucoup de mamans qui sont comme ça. Et j'ai dit, maman, il faut que j'apprenne cette technique. J'aurai des enfants un jour. Je dit, mais c'est pour ça qu'il faut que je transmette cette connaissance. Il faut que l'enfant de l'autre bout du monde, quand l'enfant a mal au ventre, toi tu le perds, l'enfant 4 est malade. L'enfant 4. Allô, qu'est-ce qui se passe? Papa, j'ai mal au ventre. Je savais que tu vas péter parce que je me suis dit, il va savoir. C'est comme ça, tu le perds. Le père garde la protection, le bouclier de sa famille. Ce n'est pas une distraction. Et puis, il arrive que les parents fuient les maisons. Il y a beaucoup de nos sœurs qui sont femmes seules au foyer. Mais ma soeur, c'est difficile d'élever les enfants seuls. Vous savez que le but de l'homme et de la femme face aux enfants, c'est le téléchargement, le transfert informationnel. Les programmes des parents doivent être installés dans les enfants. Il faut stabiliser les programmes que vous avez en vous au sein de vos enfants. Mais quand papa n'est pas là, et que papa fuit le game, et que papa est un déserteur de l'éducation familiale, ma soeur va se battre toute seule. Oh, pauvre maman. À nourrir, à protéger. Mais si cette sœur aussi n'est pas initiée dans les sciences secrètes Congo, nous avons des enfants qui n'ont pas la présence du père et maman se bat seule. Le matin, elle va au travail, elle rentre à minuit, les enfants sont devant la télé et vous êtes étonné d'avoir des enfants tyrans. Culpabilité parentale profonde et persistante.
Tout moi, mais on a tout fait. Mais vous n'avez pas tout fait. Vous n'avez pas été initié. Vous n'avez pas appris comment on protège, on sécurise. Quelles sont les techniques ancestrales? J'ai parlé de vision à distance sur vos enfants. Vous n'avez pas appris ces choses-là. Tension chronique dans la nuque, les épaules, tu as mal. Tu vois ton enfant parfois répéter tes bêtises. Au lieu de filtrer, tu vois ton enfant se comporter comme toi. Donc, Champagny, anxiété d'anticipation avant les interactions, épuisement mental après chaque confrontation, l'enfant devient comme un roi à la maison. L'enfant, Charles Lampangui, n'a pas reçu les bons programmes. À côté de cela, Champagny, je vous ai parlé aussi des sauveurs compulsifs hier. Volonté d'intervenir coûte que coûte. Offre d'aide non sollicitée. Création d'un système où l'autre devient dépendant de ses solutions. Lorsque quelqu'un te tient et qui ne veut pas que tu avances et qui veut que tu sois dépendant de lui, Champagny, tu es en danger. Ce sauveur autoproclamé tire son énergie du sentiment de supériorité et du contrôle subtil exercé sur la personne sauvée, tout en paraissant altruiste aux yeux du monde. Je l'ai aidé. Et vous allez voir qu'il y a une confusion identitaire, des doutes de ses propres capacités, puisque le sauveur va te dire que j'ai la solution. Alors que la tradition congolaise nous dit que la solution est en chacun de nous. Quand quelqu'un fait de sorte que tu dépends de lui, Charles Olampangui, il te dit que tu n'es pas prêt, tu ne peux pas avancer, laisse-moi te guider, laisse-moi te faire des soins, tu es là enfermé dans cette relation, tu es face à un pervers narcissique. Le sentiment d'être redevable et incapable d'autonomie, la peur irrationnelle face aux décisions importantes, l'impression constante d'être incompétent sans l'aide du sauveur. Tu as besoin du sauveur. C'est une anomalie. Tu es ton propre sauveur. Le Bumuntu nous enseigne que nous sommes nos propres sauveurs. Nous sommes aussi nos propres bourreaux parce que lorsque tu transfères Champagny ton pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est que tu penses qu'il connaît mieux ta vie que toi. C'est une anomalie. Quelqu'un peut t'apprendre à pêcher. Quelqu'un peut te donner des outils comme le Kimundu le fait, des techniques, des relations, techniques des 21 jours, des méditations, Gataki, Kinkoko, pour que toi-même, Charles Zolampangi, tu puisses l'utiliser. Donc, il y a des choses que vous devez retenir. 5 indicateurs essentiels. Comment reconnaître concrètement qu'un lien est devenu vampire ou vampirique? Comment tu vas savoir que cette personne est devenue toxique pour moi? Les signaux d'alerte fiables vous guideront. Vous avez premièrement, cher Zolampangi, il faut toujours faire un bilan d'énergie post-interaction. Avant que tu fasses rentrer quelqu'un dans ta vie, tu dois voir comment était ton énergie avant et comment est devenue ton énergie après. C'est quelque chose qu'il faut intégrer. Donc, ton niveau d'énergie de 0 à 10 avant et après un échange. Je dois mesurer une chute de 3 points, je voulais déjà parler de ça, pour voir si tu as perdu l'énergie ou pas. La somatisation ciblée, les douleurs soudaines au plexus solaire, au niveau du 3e chakra, au niveau de la poitrine, parce que le cœur et les émotions. Juste après un message, un appel de la personne concernée, les tensions physiques traduisent le drainage énergétique. Tu sens la douleur au niveau physique. La répétition des scénarios onériques, des rêves récurrents de prison, des chaînes, des sanctions ou des symboles d'attachement qui donnent l'énergie. L'inconscient perçoit le lien toxique avant que le mental conscient puisse recevoir l'information. Il faut donc comprendre qu'à partir de là, il y a des boucles mentales qui rentrent en jeu, c'est-à-dire des pensées tournant sans cesse autour de la personne. Tu fantasmes sur la personne, tu penses à la personne, tu rêves la personne, même leur contexte ou situation qui se passe. Impossibilité de se concentrer sur autre chose que sur cette personne. Oui, cher Zolapangui, il arrive que tu es envoûté par une personne. Tu es en train de te faire vampiriser. Ton énergie est en train de se faire connecter. En regardant une émission, en regardant un film, en regardant un documentaire, celui qui regarde le simple documentaire peut dire « Ah, l'acteur là intéressant » et va chercher à regarder tous les films de l'acteur. Charles Zolampangui, le fait seulement de fantasmer sur un acteur, sur Internet, à la télé, peut t'entraîner vers une connexion avec une force astrale. Ouais. Il y a des moments où tu peux tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un que tu regardes à la télé. C'est pour cela que tu dois te centrer sur toi. C'est pour cela que tu dois te dire que ces outils, c'est pour mon éveil.
Tu dois jamais te faire sortir tes émotions à l'extérieur pour rentrer dans la bulle de l'autre pour dire waouh. Non, c'est toi le waouh. C'est toi qui es magnifique, mon frère, ma soeur. Donc, il y a des relations qui entravent à la prospérité. Chaque fois que l'on partage un projet avec cette personne, les projets ne marchent pas. La personne est toxique. Ou bien la personne est là pour te décourager dans tes ambitions, et ainsi de suite. Voilà pourquoi il y a une dynamique psychospirituelle du drainage qui existe. Le mécanisme de vampire émotionnel opère selon un cycle en 3 temps précis, créant une dépendance énergétique. D'abord, l'appât émotionnel. Oui, il va louange excessive. Je l'ai déjà dit, hein, voilà, détresse stimulée, promesses séduisantes pour capter l'attention et susciter une réaction émotionnelle. Après, Chiampangui, il y a le hook biochimique, c'est-à-dire provocation d'une réaction chimique. L'adrénaline, le cortisone, Chiampangui, le dose s'active. Et là, ouverture du champ bioénergétique et fragilisation des défenses. Et aspiration, c'est-à-dire, il rentre dans ton champ, il puise ton énergie. Donc, en fait, le vampire te met d'abord à l'aise. Et après, dès que tu baisses tes gardes, bam, t'es frappé. Donc, comme un Pangui, il faut bien comprendre que lorsque quelqu'un te pousse à une libération de cortisol, cela fragilise l'immunité et baisse la variabilité cardiaque, facilitant en effet la prédation subtile. L'énergie subtile est en train de s'évaporer parce que le cortisol est en train d'être sécrété par la présence de cette personne, par les langages, les paroles que la personne prononce autour de toi. Donc, il faut déployer des stratégies de protection et de guérison. Il est très important de comprendre que le monde doit s'outiller. Tu dois être outillé pour restaurer la souveraineté énergétique. La question que tu dois te poser, toi qui m'écoutes, est-ce que tu disposes des techniques, des boucliers? Est-ce que tu existes sur cette planète pour subir ton existence? Ou bien tu es de ceux qui pensent et qui savent que tu dois être maître et maîtresse de ta vie, maître et maîtresse de tes propres bouclier. Tu dois être conscient que à travers toi, tes enfants, ta descendance, tes petits-enfants sont en sécurité. Oui, chers Olampangui. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, pour terminer cette partie, de ce que nous appelons le triangle d'autonomie AAA. Oui, c'est un outil de libération très intéressant, le triangle d'autonomie. Libération énergétique qui vous permet de reprendre le pouvoir face aux vampires émotionnels et de maintenir votre souveraineté énergétique. Le triple A que vous voyez, il y a l'alignement, le premier A, l'annonce, le deuxième A, et l'action de retrait, le troisième A. Donc, il y a alignement, il y a annonce et il y a action. Déjà, il faut retenir que l'alignement, ça se fait avec 3 respirations profondes, tout simplement. La main est posée sur le cœur, et puis il y a l'affirmation. Je suis dans mon axe. En fait, il faut que tu sois toujours conscient que je suis le maître du game. Ah oui, chers dames, ça paraît simple. Mais 3 respirations de suite et que tu vocalises le mantra, chers Lampangui, ça te permet de prendre conscience que tu ne peux pas laisser ton pouvoir s'évaporer et que l'autre contrôle ce que tu es. Il y a l'annonce. Communiquer clairement la limite. Je peux t'écouter. Je te donne 15 minutes. Pas plus. Tu dois être capable de dire à l'autre devant toi. En fait, demande pas. Ok, attends. Je te donne 5 minutes. Dis-moi ce que tu veux. Oui, je suis le maître de mon temps. Je suis le maître des horloges. Quand je parle avec les gens, quand tu parles avec tes gens, tes frères, tes soeurs, tes parents, chers Pangui, c'est toi qui gères la notion du temps. C'est toi qui gères le game. Papa, je te donne 5 minutes parce que je suis occupé, je dois partir. Parce que, cher Zolampangue, il arrive que l'autre parle, et toi, tu perds la notion du temps. Et là, tu rentres dans des débats inutiles, stériles. Tu ne dois pas perdre la notion du temps. Tu dois rester maître du jeu. Et puis, cher Zolampangue, il y a l'action de retrait. 5 minutes est passé. Ah, ok. Écoute, je vois que c'est intéressant. On peut en parler plus tard, n'est-ce pas? Oui, parce que là, je suis occupé, ok? Il faut savoir dire non. Il faut savoir mettre les limites. Il faut savoir mettre des barrières. Si quelqu'un dépasse tes limites, Chiampangui, couper l'échange sans culpabilité. L'être humain qui rentre dans ta vie, c'est toi qui gères cela. Personne ne s'impose dans ton existence. Voilà pourquoi il faut pratiquer quotidiennement cette pratique où tu es capable de dire, je suis dans mon axe, je suis le maître de ma vie, je suis le gamer en chef. Voilà, maintenant, je t'accorde 5 minutes. Ok, là, écoute, après.
Champagny, personne ne t'impose la manière de fonctionner. Tu mets des limites. Tu dois donc utiliser ce triangle triple A face à toute interaction qui commence à drainer ton énergie. Quand tu sens que c'est des bêtises qui sont prononcées, tu stoppes le dialogue. Ne dis pas, c'est pas courtoisie que je vais écouter. Non, tu vas te faire vampiriser. On n'écoute pas les bêtises par courtoisie. Cher Jonathan, c'est ta vie. Dès que tu vois que l'autre veut parler de l'autre en mal, mais stop. En fait, écoute, ce que tu dis est intéressant, mais est-ce qu'on peut prendre un autre temps pour en parler parce que j'ai autre chose à faire? Je ne veux pas me connecter à ça. Ne pas justifier votre besoin de vous protéger parce que vous êtes des êtres incarnés, cher Jonathan, avec cela. Il y a la deuxième technique qui est là, c'est la technique du rituel Congo de Kuzilanzinga. Le Kuzilanzinga, la pratique ancestrale de Kuzilanzinga, couper les cordons, permet de libérer l'énergie captivée dans les liens vampiriques, restaurant l'autonomie spirituelle. Je voulais parler de ça, non? Prenez la bougie, vous mettez ici la bougie bleue, plus une cordelette noire de 33 cm environ, dans un espace calme, protégé. Et là, vous invoquez, pour ceux qui sont en Gataki, Maasimimpi. Pour ceux qui ne sont pas initiés Gataki, rapprochez-vous de la Fédération Kimoto Internationale. On peut vous accompagner dans les tests techniques. Vous devez être capable de couper le vent de dépendance. Il est possible de pouvoir rompre le lien à Champangui en connexion avec l'enfant intérieur. Ce sont les techniques que nous avons à l'école. Et puis, vous avez cette puissance de visualisation qui vous permet en fait de couper le cordon relié au chakra concerné, scindé avec l'âme de lumière, bien sûr. Et puis, vous brûlez les cordelettes que vous utilisez pour détacher l'intention et se libérer. Et puis, vous tracez la croix Congo qu'on appelle le Dinkenga, mais ça, c'est des pratiques qui sont réservées aux initiés à l'école, afin de pouvoir sceller la structure. Tu es capable, en effet, de te détacher d'une émotion, d'un vampirisme, d'une connexion avec une personne. Et, cher Zulampangui, pour ceux qui, en effet, veulent avoir de l'aide là-dessus, pour ceux qui ne peuvent pas pratiquer cela par eux-mêmes, l'école Kimuntu, la tradition Congo, la fédération Kimuntu internationale est là pour vous. Contactez la fédération pour être accompagné là-dessus. Les cordes doivent être coupées parce que cela draine de l'énergie. Et puis, cher Lampangi, il faut de l'hygiène relationnelle au quotidien. Tu ne peux pas fonctionner sans de l'hygiène relationnelle. L'hygiène relationnelle consiste à établir donc des échanges sains qui nourrissent l'âme plutôt que de la drainer. C'est-à-dire que lorsque tu es avec des amis, il faut les sélectionner d'abord pour commencer. Que ce soit des membres de la famille. Tu ne peux pas être gentil avec tout le monde, bien avec tout le monde. Non, ça n'existe pas. Chez un pari, tu n'es pas la poubelle. Tu es un être multidimensionnel, tu dois être capable de pouvoir sélectionner ceux qui te font du bien, cher Jolan parce que tu es venu sur la terre pour être énergétiquement puissant. Voilà pourquoi il faut le filtre de 3C, c'est-à-dire conscience. Il faut être capable d'observer l'interaction et son impact énergétique. Deuxième C, le choix. Il faut décider consciemment d'autoriser ou non cette dynamique. Quelqu'un te salue, il va être ton ami, tu dois voir quels sont les avantages d'être ami avec quelqu'un. Et puis, troisième C, les conséquences. Il faut être capable d'assumer pleinement la responsabilité de tes choix. Il faut arrêter de dire c'est la faute de l'autre. Il ne faut pas penser que l'autre t'attaque parce que l'autre est méchant. Non, c'est parce que tu as ouvert. L'autre est rentré dans ta vie, devenu ton ami. Pour que quelqu'un vienne chez toi, quelqu'un vienne manger chez toi, pour que quelqu'un devienne ton ami, il faut que tu le sélectionnes. Voilà pourquoi il faut fixer un temps hebdomadaire précis dédié aux proches exigeants. Et il faut sans culpabilité les virer. Tu n'as pas besoin, en effet, de pouvoir subir ta propre existence. OK, l'impact. Voilà pourquoi vous devez savoir que quand tu me parles de tes problèmes pendant des heures, je me sens épuisé. J'ai besoin d'équilibre dans nos échanges. Pourrions-nous limiter nos discussions à 30 minutes? Tu me dis ça, un ami. En fait, j'ai constaté que depuis que je parle avec toi, je ne me sens pas bien. Voilà, soit on change de sujet, soit on traite des vrais sujets, mais notre relation, il faut faire qu'on s'arrête là. Ah non, oui, il a dit que je veux plus être mon ami. Ouais, j'ai dit que je veux plus te voir. T'es viré, en fait. non, mais c'est pas normal. Mais qu'est-ce qui est normal, Champagne? Te laisser vampiriser par quelqu'un qui n'a pas d'hygiène relationnelle. Dans une relation, il faut voir le gain. Pour ceux qui étaient en Bretagne, vous vous souvenez, le gain. Tel est le gain de la relation. J'espère que ce petit Kaboula va vous permettre de pouvoir avoir des bases. Zola à vous, cher Zola Pangui. Demain, nous commençons une nouvelle série avec bonheur. Pour ceux qui s'intéressent à ce que nous faisons, l'école Kimuntu est là pour vous. Que les Bakoulou nous accompagnent avec
détermination. Je vais remettre le plateau à Maman Simon afin de pouvoir avancer avec efficacité. Zola, 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 Matono Mamingi Champangé. On est ensemble. Voilà. Matondo, Matondo, Mamingi, pour cet échange magnifique. C'est très pertinent, très, très pertinent. Et quand je vois les réactions d'Mpangui, il y a par exemple le point sur les responsabilités envers la famille, qui est très évoqué, surtout sur Kachupa. Tu sais, dans notre culture, on est élevé, en fait, on grandit avec la responsabilité envers les parents et la responsabilité envers la famille, envers les frères. Et très souvent, donc à Kachupa, souvent, tu vois quelqu'un a des enfants, mais il va envoyer ses enfants chez ses frères, chez ses sœurs, ou bien pour qu'ils soient éduqués, quoi. Et très souvent, c'est presque comme une obligation. Tu ne peux pas dire non, parce que quand tu dis non, c'est un problème. Ou bien quand tu grandis, quand tu commences à être indépendant, tu as la responsabilité de cadet, automatiquement. Actuellement, ça fait partie de notre culture, presque. Bon, actuellement, je vous l'ai toujours dit, hein, il existe une différence entre l'Africain avant l'esclavage et la colonisation et l'Africain après l'esclavage et la colonisation. Je vous l'ai toujours dit, nous qui sommes nés après, nous sommes mal barrés. Parce que ce n'est pas parce que l'Afrique fonctionne d'une certaine manière que c'est logique. Tout ce qui est venu après l'esclavage, cher Zolampangui, est brisé. C'est-à-dire que nous sommes brisés multidimensionnellement. C'est pour cela que lorsque une sœur met au monde un enfant et qu'elle est dans l'incapacité d'éduquer son enfant, en Afrique, comme tu as dit, les parents ont souvent tendance à envoyer leurs enfants chez celui qui a réussi, soi-disant. C'est-à-dire que l'autre. Mais on oublie une seule chose, c'est que l'autre aussi a ses propres enfants. Et je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là parce que c'est un peu bizarre, mais je vais l'aborder quand même. Il arrive que tu envoies ta fille chez l'oncle, une fois là-bas, elle s'est fait abuser sexuellement aussi. Donc, en fait, tu penses que l'enfant va se faire éduquer, mais on va l'éduquer jusqu'à sa sexualité. Il y a parfois des abus. Le cousin, le fils de l'oncle, parfois, va abuser, ou bien l'ami de l'oncle va abuser ta fille. Et même ton petit garçon, parce que les gens pensent qu'il y a que les filles qu'on abuse, mais aussi les enfants qui sont sodomisés, les garçons. Donc, moi, je suis de ceux qui, et vous le savez bien, je vous l'ai toujours dit, il faut de la responsabilité. Il s'avère que beaucoup de gens n'ont pas de responsabilité. En fait, ils s'en foutent. Ils mettent au monde, ils envoient chez les autres. Ça devient la charge des autres. Et eux-mêmes, ils continuent leur vie à pendre les enfants. C'est dangereux. Ah oui, mais si tu refuses, c'est mal vu. Parce que tu vis par rapport à la vision des autres. Parce que tu ne sais pas dire non. Parce que tu n'es pas dans la capacité de dire, attends d'abord, j'en ai 3 déjà, j'en ai 4, j'en ai 5. Laissez-moi gérer d'abord mes rejetons là. C'est dur d'éduquer un enfant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très dur d'éduquer un enfant. Mais moi, Simon, un enfant, un seul, c'est compliqué. Je sais qu'il y a des parents qui ne savent pas ça. OK? Il y a des parents qui ne le savent pas. Donc, ils mettent au monde et qui mettent les enfants dans l'école du quartier et qui veulent que leurs enfants s'en sortent dans la vie. Il y a des gens qui condamnent les enfants à souffrir toute leur vie parce qu'ils n'ont pas pris des prédispositions. L'éducation coûte cher. Vous savez, je vous ai toujours dit que la vie est gérée par un système qu'on appelle le réseautage. C'est-à-dire que lorsque tu fonctionnes dans le monde, tu dois avoir le carnet d'adresses. La réussite d'une personne sur cette planète dépend de son carnet d'adresses. Pas de l'intelligence, de son carnet d'adresses d'abord. L'intelligence vient après. Les gens me disent, mais tout, moi, tu parles de carnet d'adresses, ça veut dire la relation avec les gens que tu côtoies. Lorsque tu mets au monde un enfant, et l'enfant grandit avec des futurs éboueurs et des futurs nettoyeurs des assiettes. Ton enfant a grandi avec... C'est un choix. Tu es en train de permettre à des enfants de vivre une vie donnée. Eh oui, les pangues. Parce qu'en effet, pour changer l'état de vie de ton enfant, il faut qu'il côtoie des enfants qui vont être les maîtres du game demain. Mais pour côtoyer les enfants qui vont être les maîtres du game demain, ça coûte cher. Alors, Simon, tu es d'accord avec moi? C'est Tu en as clair. 2, tu en as 3, tu en as 4. Je me souviens, lorsqu'on est rentré au Congo, avec mon épouse et nos enfants, on arrive au pays, il y a des écoles. Il y a ce qu'on appelle les écoles françaises, Charlemagne,
et ainsi de suite. Les écoles françaises, je pense, par année, c'est 1 million et quelques. Donc, les parents payent 1 million de francs CFA par enfant pour être dans une école française. On est d'accord? L'éducation est merdique. Excusez-moi, je pense que vous voyez de quoi je parle. En Afrique, l'école française, c'est comme l'enfer sur terre. Et c'est fait exprès, hein, parce que nous sommes des pays colonisés, vous savez bien, on ne peut pas vous transmettre un certain savoir, sinon vous allez vous réveiller du coma. Et puis, il y a les écoles américaines. Et mes enfants, quand je suis arrivé au Congo, il fallait les mettre dans une école américaine parce que la française, je ne voulais pas. Parce que ça, c'est ce qui s'est passé avec l'histoire française. Déjà, on ne veut plus. Il faut quelque chose d'autre qui n'a pas une relation bizarre avec les francophones de notre zone. Donc, on met souvent les enfants dans les écoles américaines. Vous savez combien coûte une école américaine pour un enfant? 13 millions de francs CFA l'année. Un seul enfant. Bon, alors, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous n'êtes pas préparé dans la vie à avoir des enfants, vous n'allez pas accepter de payer 13 millions par enfant dans une école. Tu vas dire, non, mais c'est trop cher. Hein, d'accord. Tu vas les mettre dans l'école compatible à ton niveau financier. Ils vont côtoyer des gens compatibles à ce que tu payes. Leurs amis seront des gens compatibles à ce que tu... Puisqu'en effet, celui qui paye 200 000 francs pour une école privée en Afrique va rencontrer des enfants de 200 000 francs CFA. Comprenez-moi bien. Les gens me disent, mais on fait comment? 13 millions, c'est trop cher. J'ai dit, tu n'as pas préparé l'avènement de tes enfants. Tu as mis au monde parce qu'il fallait mettre au monde. Ou bien il fallait l'envoyer à Maman Simon pour que Maman Simon puisse les gérer par la suite. C'est ça le problème que nous avons. Aujourd'hui, nous avons un problème, c'est que l'éducation des enfants, les élites donnent les enseignements à leurs enfants. Vous savez, je pense qu'il y a eu un documentaire, les meilleurs lycées du monde, c'était en Suisse, je pense, lycée d'élite, je ne sais pas quoi, en Suisse, où tous nos présidents du monde mettent les enfants dans un milieu pour qu'ils étudient Ton enfant est en train d'étudier dans un quartier où il n'y a pas d'électricité et tu penses qu'il aura la même chance qu'un enfant qui étudie dans le lycée d'élite, le futur président Champagny, le futur chancelier allemand. Non, de la vie, il faut savoir ce qu'on veut en fait. C'est pour cela qu'il y a des gens qui mettent au monde par hasard et il y a des gens qui préparent le game. Vous comprenez? Maman Simo, c'est très important que les gens comprennent ce que je suis en train de dire. Tu ne mets pas au monde pour prendre tes enfants, pour les donner aux autres. C'est une anomalie. Et si vous savez ce que les autres font sur vos enfants, vous ne pouvez pas imaginer. Ne pensez pas que vos enfants sont au paradis. Parce que si ton frère est un maçon et qu'il a certains rituels à faire sur certaines petites filles, et que toi, tu as livré ta petite fille chez lui, il va s'en occuper. Il ne va pas s'inquiéter, en fait, puisqu'il va le faire sur ses propres enfants. Et si, par erreur, il a le gain, et que toi, puisque ton cerveau ne comprend pas que le monde, il y a des ensorceleurs, il y a les Moloki, il y a des envoûtés, il y a des possédés. Tu prends tes enfants, tu envoies chez ton frère, cher Zolampangui, parfois tu n'es pas conscient de ce que ton enfant subit là. Il ne va jamais te dire, en fait. Elle ne va jamais te dire. C'est bien fait. Même s'il te dit, tu dis, ouais, c'est pas vrai. Combien de fois on a dit à des enfants, c'est pas vrai ce que tu dis. Mon frère n'est pas capable de le faire. Justement, il y a des enfants qu'on a punis, qu'on a même bannis presque de la famille parce qu'ils ont accusé les oncles de les avoir violés ou bien d'avoir... Effectivement. Nous, dans le Kimuntu, ce que j'essaie de vous dire seulement, c'est que lorsque vous voulez avoir des enfants demain, préparez-vous, initiez-vous, apprenez, ayez des moyens de votre politique d'éducation des enfants. Vous imaginez, j'arrive à Tokyo. Je suis à Tokyo. Et à Tokyo, mes enfants vont aller à l'école. Ils sont dans l'école American School in Japan. Je suis africain. Moi, je suis né au Congo, dans la forêt. C'est-à-dire que tu prépares un game différent. Quand l'enfant est dans American School in Japan, vous pensez que mes enfants apprennent ce que j'ai appris? Mon fils de 12 ans de capacité, mais je pense que moi aussi, moi, tu vois de quoi je parle. Mais l'enfant de 4 ans fait un PowerPoint, quoi. Et nous, on bricole encore comment faire un PowerPoint. On n'a pas la même éducation. Mais est-ce que tu peux rentrer dans une telle école par hasard? Non, il y a des codes. Ils checkent. C'est sélectif. Il faut avoir des moyens d'état politique. Pourquoi tu as mis au monde? Est-ce que tu as mis au monde pour faire plaisir à tes parents ou parce que tu t'es préparé à l'avènement des ancêtres? Si tu considères tes enfants comme des ancêtres qui reviennent, tu vas les traiter différemment. Mais quand tu considères tes enfants comme des acquis, il faut les gifler de temps en temps, tu vas les traiter d'une certaine manière aussi. Donc, maman, effectivement, il faut que ceux qui sont dans le Kimuntu arrêtent de mettre la responsabilité de leurs enfants sur les dos des autres. Le Kimuntu ne fonctionne pas comme ça. Le Kimuntu te dit que tu es responsable de l'éducation de tes propres enfants. Maintenant, si tu veux de l'aide, qu'on t'aide, on t'accompagne à pouvoir canaliser l'éducation de tes enfants, ça c'est autre chose.
Tu peux apprendre, mon frère, ma soeur. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de dire, je vais l'envoyer chez son oncle parce que tu ne peux pas savoir ce qu'il va vivre chez l'oncle. Ah oui, c'est mon frère. Ah bon. Vous savez combien d'oncles ont abusé de leur nièce? Mes chers Paniche, je vous parle des... Mais vous allez pleurer ici. Il n'y a que ça, en fait. Tout est sexuel. N'oubliez pas cette partie de l'histoire. Hein? Tout est sexuel. Quand tu exposes tes enfants, les forces antagonistes, les forces astrales, les Shintaori s'en occupent. Et là, par contre, tu es au village en train de dire, mon fils est en France, en train de te faire abuser. Beaucoup des humains subissent cela. Ils sont détruits. Et lorsque l'enfant est abusé par son oncle, son frère, son cousin qu'il a reçu, parce que toi, maman, mon frère, toi, mon frère, tu as mis ton enfant sur le dos de quelqu'un parce que tu es dans l'incapacité de l'éduquer, parce que tu n'as pas les moyens financiers. Pourquoi tu n'apprends pas comment on fait pour avoir les moyens financiers? Pourquoi tu n'apprends pas comment faire pour être libre financièrement? Et tu préfères donner à l'autre les responsabilités. Mais l'autre aussi s'en occupe parce que tu n'as aucune idée des forces derrière. Maman, si. Matondo, papa, Matondo, exactement. Beaucoup de Mpangi comme maman, c'est dû à un problème financier en général. Oui, mais Oui, chez nous, c'est surtout un problème de moyens financiers. Celui qui est aisé financièrement doit porter l'ensemble de la famille moins aisée. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'arrive pas à... C'est-à-dire qu'en fait, nous n'arrivons pas à décoller à cause des bêtises comme ça. En fait, bêtises pourquoi? Parce qu'on se dit ceci, quand tu es financièrement stable, tu dois financièrement financer les autres. Éduque-les, aide-les à avancer. Pour ceux qui ont écouté mes enseignements sur Mbongo, vous savez bien que donner de l'argent à quelqu'un, c'est tuer la personne. S'il n'y a pas une contrepartie énergétique. exactement. Donc, en fait, il y a des gens qui ont des moyens, qui ne veulent pas que les autres puissent s'épanouir dans leur famille pour rester les seuls piliers de la famille. Il y a des gens comme ça. Hein. C'est-à-dire que c'est le brosse de la famille. Il y a des moyens. Il va vous donner de l'argent, mais sans pour autant que vous soyez autonome. Le but, c'est de rendre des gens autonomes. Vous savez, cher Pagny, aider quelqu'un, c'est le rendre autonome. Aider la personne, ce n'est pas le donner, le donner, le donner. Aider la personne, c'est le rendre autonome. Est-ce que tu rends les membres de ta famille autonomes? Est-ce que ta famille, est-ce que tu donnes des cours d'éducation financière aux membres de ta famille? Alors, je pense que Marilène qui a écrit cette thèse, je sais que c'est chaud pour nous qui sommes les premiers fils, les premières filles, mais il arrive que, maman Marilène, tu fais asseoir tes frères et sœurs, tu leur donnes des cours d'économie financière, de gestion de budget. Est-ce que vous prenez le temps, vous qui avez la potentialité de comprendre les enjeux, de dire asseyez-vous, je vous explique comment je gère l'argent? Non. Tu vas envoyer de l'argent. Tu vas envoyer de l'argent. Mais envoyer de l'argent dans la vie de quelqu'un, c'est détruire la vie de la personne. Vous savez vous-même les lois de Mbongo. La pauvre année, Champagny, nous restons les seuls leaders de nos familles. Les autres ne décollent pas. Et le jour que le leader meurt, la famille se disloque. N'est-ce pas? Et lorsque tu disparais, les entreprises que tu as mis en place disparaissent parce que tes frères, tes sœurs n'ont pas été éduqués. Ce sont des employables dans tes entreprises. C'est toi qui gères par ton énergie. Eux, ils sont des employés. Et quand tu n'es plus là, tout s'efface. C'est une erreur. Il faut les éduquer. Il faut les former à être autonomes. C'est ça le but de celui qui a réussi pour aider les autres. L'autonomie. Si quelqu'un est dans l'incapacité d'être autonome, chers enfants, vous êtes en danger. C'est comme avec l'éducation. Tu prends tes enfants, tu donnes des enfants à l'autre. L'autre s'en occupe. Hein? Et elle s'en occupe correctement. Astralement, on sait comment ça se passe. Attention, les Mpangi. Et il faut que nous soyons responsables. Je vous l'ai toujours dit. Vous voyez comme maman Marlène dit, oui, c'est surtout un problème de moyens financiers. Oui. Lorsque je vous dis, chers Mpangi, que le plan Panzo, la manifestation de la matérialisation, lorsque je vous dis qu'il faut gérer les finances, vous dites, toi aime dire qu'il faut être riche, il n'est pas normal. Toi nous dit qu'il faut être financièrement libre, il n'est pas normal. Vous pensez que vous êtes quoi, sur Mars? Vous êtes sur Terre, n'est-ce pas? Et sur Terre, mes Mpangi, la spiritualité se mesure par le pouvoir financier. C'est pour cela que nos enfants sont abusés. Parce que vous pensez que ton enfant est abusé parce que tu n'as pas de moyens. Tu vois ça? C'est parce que tu n'as pas de moyens que ta propre fille, ton sang de ton sang, se fait abuser par un escroc VIP qui le présente un petit 1000 € pour dire, écoute, déshabille-toi. Mais elle n'a rien à manger. Elle est seule en Allemagne. Elle est abandonnée à elle-même. Toi, tu es dans un village pourri au cœur du continent.
Ta fille, on vient de la présenter 2000 euros et le monsieur dit déshabille-toi. Combien de sœurs se sont retrouvées en train de faire l'amour avec des chiens, la zoophilie, en France, en Allemagne, en Belgique, pour 500 euros? Le monsieur dit, écoute, tu vas faire ça avec mon chien. Mais moi, j'ai des caboulets ici, les gens viennent se nettoyer, mais les gens ont des vrais problèmes de vie. Ils me disent tout, moi, il m'a imposé avec son chien, mais je ne pouvais pas. Il fallait payer la maison, il fallait payer l'électricité, il fallait payer l'école. Il dit, ma soeur, ton père t'a laissé dans le monde. Il y a des parents qui pensent même que le fait que l'enfant a pris le billet à Douala et que l'enfant s'est retrouvé à Paris, l'enfant a réussi. Il y a des parents comme ça. L'enfant parti étudier. Pour lui, c'est bon débarras. Il est déjà là-bas. Pauvre de nous. Tout simplement parce que nous ne comprenons pas les codes du monde astral. Nous ne comprenons pas les codes des vampires. Oui, cher Zolampangé, lorsque tu as réussi dans une famille, ton but à toi, c'est de transformer ton milieu. Je vous l'ai déjà dit, hein, transformer le milieu veut dire il faut que ceux qui sont capables de comprendre qu'il faut de l'autonomie soient avec toi. Si quelqu'un qui n'est pas autonome, quelqu'un qui veut être un sanguissu, tu le vis. Mais tu as dit, c'est mon frère. Si ton frère est un sanguissu, ce n'est pas ton frère. Il va t'épuiser. Il faut que ton frère, tu lui dis, bon, tu as une formation à faire. D'abord, ta spécialité de la comptabilité. J'ai la licence, tu dois aller faire ton master. Ah, il faut aller lire encore. Sinon, tu es viré de ma famille. Tu es viré de ma famille. Je suis capable de dire non. Tu sais comment je suis, n'est-ce pas? Je vais payer pour tes études. Ça, oui. Tu repars à l'école. Parce que tu veux que ton frère puisse apprendre. Mais si tu dis, il a un bac, oui. Oh, mais moi, je ne vais plus aller étudier. Hein, ton grand frère, tu as déjà réussi, on va gérer ton argent. Vous pensez que quelqu'un, le bac, va gérer ton argent? Comment? Ouais, c'est quoi le problème là? Et après, c'est des conflits de famille. Après, c'est de la jalousie. Après, oui, Champagne. En tant que fils aîné ou fille aînée, Nga Marilène, tu arrives, tu vois tes frères là, tu prends un livre, tu dis, vous devez lire ce livre. Et puis, vous faites un résumé de texte. Sinon, venez pas chez moi. Quand vous venez me voir là, c'est pour me dire, grand frère, résumé des textes, je vais dire, chapitre numéro 1, oui, mais je ne suis pas avec toi, on est des gamers. Je suis gamer, vous devez lire ce livre si vous voulez être, vous venez chez moi pour faire le résumé des textes seulement. Ils vont faire le résumé des textes, et puis s'ils veulent que je leur donne quelque chose, mais je veux le résumé des textes. Je mets une certaine forme de pression, du chantage, oui, vous devez lire. Parce que Champagne, à un moment donné, nous lâchons prise, nous disons que non, on va les aider. Cher Zolampangui, jusqu'à quand? Et puis nous sommes étonnés qu'une fois que tu meurs, tout s'écroule derrière toi, puisque tu n'as pas pris le temps de comprendre que tu es immortel. Et quand tu es le leader de ta famille et que tu vas mourir, ça détruit toute une famille. Hein. Derrière toi, il y a des dégâts. Derrière toi, c'est tes enfants dans la rue, tes biens sont accaparés, ta famille devient des monstres. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués quand tu étais là. Il faut les éduquer. Donc, maman Simon, c'est un grand sujet très, très complexe, mais vous devez savoir dire non. Et vous devez être responsable de vos propres enfants. Arrêtez de mettre vos enfants sur le dos des autres. C'est pas Congo, c'est pas Bumuntu, c'est de l'astralisation. Parce que Champagne, vous exposez vos enfants et vous me donnez la responsabilité à quelqu'un qui est né aussi pour gérer ses propres enfants. Pour moi. Oui, maman. Matondo, pour toutes ces explications, je voulais juste rebondir sur ce que maman Simon a dit auparavant. Il est vrai que je pense qu'il faut vraiment un changement de mentalité, surtout par rapport à l'Afrique, parce qu'on avait tendance effectivement à vouloir automatiquement respecter les anciens, parce qu'on a été éduqués dans le respect des anciens. Et parfois, c'est des oncles ou des tantes, etc., qui peuvent aussi être toxiques, bien entendu, qui sont peut-être eux-mêmes des vampires. On ne le sait pas. Et je pense que quand on vit en Afrique, enfin moi pour ma part, j'ai grandi au Congo, Kinshasa, et donc c'est vrai qu'il était vraiment interdit de dire quelque chose à un oncle ou une tante, enfin de manquer de respect, on va dire. Et effectivement, ici avec la diaspora en Europe, très souvent, il y a beaucoup de familles qui ont fait venir des enfants, des neveux, des nièces, parce que les parents ne pouvaient plus les éduquer en Afrique. Et certains ont même exagéré avec les allocations familiales, on connaît. Hein. Et donc, c'est vrai que ce n'était vraiment pas quelque chose à faire, d'où le milieu dans lequel on évolue, comme tu nous le dis souvent, ça compte énormément. C'est vrai que quand on vit dans un quartier un peu qui craint, quoi, on va dire,
pas si évident que ça. Donc, il est important, comme tu disais, de travailler avec le Makoko Matatu et préparer son avenir, préparer sa retraite. Et donc, je voulais aussi rebondir sur les oreilles poubelles, parce que j'en ai moi-même fait l'expérience. Il est vrai que j'avais tendance parfois à trop écouter les amis. Parfois, on croit que ce sont des amis, mais ce ne le sont pas du tout. Les gens sont jaloux, envieux, et donc on se retrouve finalement à encaisser. On est comme des éponges, on encaisse, et finalement, on ne se rend pas compte qu'on est vraiment vampirisé à un moment donné. Donc, voilà, je voulais tout simplement rebondir là-dessus. Et comment faire pour se protéger de cela? Est-ce qu'il y a un soin que l'école peut proposer? Oui, effectivement, il y a des protocoles, il y a des soins, il y a des soins totems, il y a des boucliers basiques que l'on peut avoir pour te permettre de ne pas être victime des années poubelles, hein. C'est-à-dire que Mhm. tu te détaches de cela, couper des liens énergétiques. Oui, maman. Je vais en parler dans des séries qui arrivent. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses que je vais parler. On va parler des Gataki, on va revenir sur des soins. Mais j'aimerais rebondir au moment Maud, tout ce que tu viens de dire sur la famille. Et donc, Mhm. les parents qui sont partis en Belgique ou en France vont chercher à prendre les enfants des autres qui sont restés en Afrique parce qu'ils se disent que là-bas, ils ne sont pas bien éduqués, il y a un dérapage, donc il faut les amener à Bruxelles pour bien les éduquer. Et une fois à Bruxelles, nous connaissons la suite. Parce que souvent, lorsque l'autre amène tes enfants en Occident et que les enfants sont déclarés, il y a les allocations familiales qui lui va gagner. Et l'enfant, parfois, l'éducation de l'enfant, il s'en fout puisqu'il passe tout son temps à travailler. Vous avez constaté que nos parents, nos familles dans les pays en Occident passent tout leur temps. Le matin, ils sont au boulot, ils rentrent à 22h, ils ont 3-4 boulots. Les enfants restent devant l'écran de télé. Je ne pense pas que ça, c'est de l'éducation. Donc, en gros, on les enlève dans la boue, comme on dit, hein, ils fuient la pluie, ils tombent dans l'océan. Parce que je pense que vous avez constaté par vous-même que la majorité des enfants, et je vais le dire, puisqu'on est passé par là, la majorité des enfants africains qui ont grandi en Occident, je dis bien, c'est-à-dire que les enfants qui sont nés parfois en Occident ou qui ont grandi en Occident ont des déficits que ceux qui ont grandi en Afrique n'ont pas. Lorsque vous allez à l'université, moi je me souviens quand je suis arrivé à l'université en France, on avait des amis africains grandis en France, ceux qui sont nés en France, parce que nous sommes partis chercher des doctorats, des PhD en physique, en économie, la finance de marché, analyse de risque, et les gens étaient incapables de valider une licence. Moi, je me posais la question, mais tu es né ici, n'est-ce pas, oui? Tu as des parents ici, n'est-ce pas, oui? Pourquoi tu as échoué? Mais c'est pas ton problème. Mais il y avait des amis qui venaient du Cameroun, nos majors de promotion. Quelqu'un vient de Douala, il est fâché avec la. Quand il est arrivé en France, il est major de promotion, quoi. Et pourtant, celui qui est né sur le terrain n'arrive pas à valider. C'est très difficile de voir les enfants qui ont grandi sur le territoire occidental, sauf si vous avez des parents qui canalisent les enfants. Ça demande des parents très intelligents en Occident pour que les enfants s'en sortent. Vous voyez la différence? Et pourtant, on nous a fait comprendre qu'une fois que tu es en Occident, tes enfants vont réussir automatiquement. Et si vous vérifiez la majorité des Noirs en Europe, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit en Italie, qui ont fini leurs études universitaires, ce sont ceux qui sont venus directement d'Afrique. Grand, la majorité. Tu viens, tu as déjà grandi, tu as une licence, tu arrives, et puis il est déjà structuré, il sait ce qu'il veut. La majorité de nos amis qui sont nés sur le terrain ont du mal à finir la vie, ont du mal à maîtriser le game, ont des problèmes de finances. La preuve en est, lorsque nous finissons les études, peut-être que les jeunes ne se rendent pas compte, nous rentrons chez nous. Beaucoup des Africains qui finissent les études en Occident rentrent chez eux. Et nous avons des postes de responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, il y a le mythe qui dit que non, l'Africain, il ne veut pas rentrer chez lui. C'est faux, hein? C'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons atteindre 1 milliard, 2 milliards de personnes sur le continent. D'ici 2050, là-bas, la majorité des intellectuels africains qui finissent en Afrique, en Occident, en Asie, rentrent chez eux. Et quand vous rentrez aujourd'hui au Congo, dans mon petit pays, le Congo, quand vous partez à Kinshasa, maman, les postes de responsabilité, qui sont des jeunes, 40 ans, 35 ans, des postes de responsabilité. Les ministres à Kinshasa, les ministres au Gabon, les ministres, la majorité des hommes d'affaires de chez nous, c'est des jeunes qui ont étudié en Occident. Et ils sont repartis chez eux. Il est vrai qu'on avait tendance à nous faire croire qu'au Congo, par exemple, on ne pouvait pas avoir des diplômes valables. Quelqu'un qui arrivait du Congo avec un certain diplôme devait évidemment faire des équivalences pour se mettre plus ou moins à niveau, que ce soit au Luxembourg, en Belgique, en France.
Donc, c'est pas si évident, mais à l'heure actuelle, je constate que la tendance est en train de s'inverser. Non, ils Parce s'en que je sortent. connais même des jeunes de Hum, Bruxelles, j'ai un jeune comme ça de Bruxelles qui me disait, mais non, moi je veux faire une partie de mes études à l'ULB par exemple, donc à Bruxelles, l'Université Université libre libre de Bruxelles. de Bruxelles, mais il n'avait pas envie de terminer tout le cursus en fait, tout son doctorat ou que sais-je. Il avait vraiment envie de faire les 2 dernières années à Lubumbashi ou à Kinshasa. Parce qu'il me disait, non, moi je veux vraiment avoir une empreinte du pays, voilà. Mais Et je bien trouve ça pas sûr, mal, maman. je trouve ça Mais extraordinaire. attendez, les députés de chez nous, ce sont des jeunes qui sont partis étudier, qui sont revenus. En fait, les gens ont une mauvaise vision de l'Afrique. Les gens pensent qu'en Afrique, il n'y a que des vieux. Mm. Non. Les gens comme Maman Simon, qui sont des ingénieurs, et elle a son entreprise. Elle a des entreprises au Cameroun. C'est-à-dire qu'elle a étudié, elle est partie, elle a créé son entreprise chez elle. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Mais c'est dû au fait qu'il y a une certaine forme d'éducation que l'on reçoit en Afrique qui fait que quand tu sortes, tu sais ce que tu veux. La majorité des nôtres, quand nous sortons, nous savons ce que nous voulons. Et, chers Paris, la famille est d'une importance capitale. Un enfant qui grandit dans une famille équilibrée sera équilibré. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Or, souvent, certains parents n'intègrent pas cela et donc, dans les responsabilités, transfèrent leurs responsabilités aux cousins, aux frères, soi-disant qui ont réussi. Et eux, ils continuent à courir derrière les petites filles ou faire le désordre. Chers Paris, c'est une anomalie. La majorité des intellectuels africains aujourd'hui, si vous vérifiez, leurs parents étaient pauvres. Parce qu'on dit oui, c'est parce qu'ils sont pauvres. Mais vérifiez, nos présidents. Si vous voyez le président camerounais Paul Biya, vous regardez son histoire, vous allez voir que c'est compliqué. Les gens n'étaient pas ce que vous pensez. Ils n'étaient pas des gens qui étaient riches à un niveau où... Non, c'est des gens, des paysans qui ont pris le pouvoir sur le continent. Oui, donc, arrêtons de se plaindre sur manque d'argent. Le manque d'argent, je vous l'ai toujours dit, c'est un problème d'éducation. Si tu veux t'éduquer, forme-toi. Et la volonté de te former. Une fois que tu es formé, l'argent est accessible à tout le monde. C'est une énergie. Les gens ne font pas des miracles. Ils apprennent. Certains veulent que ça tombe du ciel. Et lorsqu'ils ne veulent pas travailler parce qu'il y a une certaine forme de fainéantisme, il faut un transfert émotionnel, c'est la faute de l'autre. Je n'ai pas réussi, c'est la faute de l'autre. Attention, j'ai toujours dit aux gens, nous on a vécu des guerres des enfants soldats. Moi, tu connais toi-même ce qui se passe chez nous au Congo, que ce sont les 2 Congos. Et à partir de là, les gens s'en sortent. Donc, quelqu'un qui est né à Paris, grandi à Paris, et qui me dit, oui, c'est trop dur. Je dis, mais tu as un problème, je suis né au Congo. Donc, si moi je suis né au Cameroun et que je viens chez toi, j'ai un PhD et j'enseigne à l'université et que j'ai une entreprise et que je suis diplomate et que toi tu es né, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. C'est un problème parce que maman pensait que vivre en France seulement, c'est une réussite. C'est faux. Il y a des gens qui pensent que vivre en Allemagne seulement, c'est une réussite. Ah non, il est à Berlin, il a réussi. Non, l'éducation. Et l'éducation coûte cher. Vous pensez que les élites occidentales vont vous donner leur éducation? Non, non. Vous comprenez qu'en gros, tu vis dans un banlieue, les bannis de la société, hein, et on te donne une éducation du quartier pour te canaliser quelque part dans un quartier donné. Tu vas gagner le SMIC, 4 000 € par mois, et tu penses que tu as réussi. C'est une anomalie. C'est pour cela que la sorcellerie, les vampires, ce n'est pas un problème seulement d'initier. C'est aussi le fait d'abandonner l'éducation de ses enfants. Et penser que le fait de les envoyer chez l'un qui vit à Paris, c'est une réussite. Mais si vous savez ce que vos enfants vivent de l'autre côté, vous serez choqués. C'est ça, ce que j'essaie de vous dire. Devenons responsables de nos actes. Prenez le temps de canaliser les nôtres. Si tu ne peux pas gérer un enfant, ne mets pas au monde encore. Prépare cela. Prépare-toi, ma soeur. Il y a des femmes qui n'ont pas cette partie féminine-là. Voilà, côté maternel, où l'enfant pleure la nuit, elle ne se réveille pas. Ce n'est pas son problème. Mais elle a mis au monde quand même. C'est toxique. Ça se prépare. Tout se prépare. Et des boucliers, faites-vous initier. Et des moyens avant de tomber enceinte. Avant de penser enfant. Sinon, vous serez comme des parents que je connais à Paris qui vont prendre le SMIC pour construire leur petite maison en Afrique pour traumatiser les villageois. Les enfants subissent la méiose à la maison. C'est ça que vous devez savoir. Maman Maud, lorsqu'on est en Occident et qu'on a un enfant comme les nôtres, parce que je voulais te dire, nous sommes faits de neuromélanine et notre structure bioénergétique fait qu'on a beaucoup d'énergie. Et dans le système occidental, souvent notre énergie est considérée comme TDAH.
Beaucoup de nos Oui. enfants ne sont pas malades, mais puisque le système a décidé qu'un enfant à potentialité comme ça est malade, vous voyez le danger. Il s'avère que si tu prends un enfant qui a beaucoup d'énergie et que tu le mets dans le sport, lecture, arts martiaux et tout, l'enfant n'est pas malade. L'enfant a des potentialités qu'il peut utiliser dans différents domaines, mais ça demande de l'argent, maman Maud. Oui. Mets ton fils au tennis, mets ton fils à la natation, mets ton fils au karaté, mets ton fils au taekwondo. Chaque sport, c'est ça. Mais attends, tu as mis au monde, tu as pensé à ça? Non. Et après, nous subissons les dégâts. Champangui, préparez les choses. C'est le conseil d'aujourd'hui. Préparez les choses avant de les faire. Prenez le temps de stabiliser votre existence avant de faire descendre les ancêtres. Vous ne pouvez pas pendre les enfants parce que l'autre va s'en occuper. Maman Maud, quand tu arrives à Kinshasa, quand tu arrives à Brazzaville, regarde nos garderies, maman Simo. Ouais. Regarde nos garderies avec des garderies d'enfants avec des éponges, avec de la saleté, il y a des asticots à côté. Mais regardez comment. Mais regardez les garderies chez nous. Toi, tu vas tomber enceinte, tu vas dire oui, je vais mettre au monde, mais tu vas le mettre dans quelle garderie? La garderie des asticots. Même les écoles, papa, les écoles sont de quelle qualité? Il faut bien comprendre que nous avons un problème à résoudre. Et c'est une opportunité quand tu veux résoudre un problème. Ce qui veut dire que celui qui veut construire une vie, celui qui va avoir son épouse, celui qui veut avoir ses enfants, doit se dire, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Est-ce que j'ai des moyens pour les mettre dans un milieu donné? Est-ce que je peux les éduquer à un certain niveau? Ouais, ce sont les questions qu'il faut se poser. Et non pas mettre au monde seulement. Oui, maman Simon. Il y a un phénomène que je voulais souligner, papa. C'est un phénomène qui a eu lieu dans les 10 dernières années. Actuellement, ça a un peu baissé, mais c'était vraiment très récurrent. Un enfant qui est né en Afrique et qui a grandi jusque 7, 8, 9, 10 ans en Afrique. Il a déjà un certain background, il a une éducation, il est né dans un contexte avec un mindset, avec un paradigme bien donné. On le transfère dans un nouveau paradigme en Europe, où en Europe, on lui dit qu'il est libre, il a cette liberté, tu vois. Et quand il arrive ici, c'est un autre contexte. Les enfants sont complètement déroutés. Soit ils se rebellent contre la famille qui les a reçus, parce que, soi-disant, ils sont maltraités et on leur dit à l'école qu'ils sont supposés être libres. Ils ont une liberté d'expression. Ce qui est mal utilisé, beaucoup d'enfants se sont retrouvés en famille d'accueil parce qu'ils ont été retirés. Beaucoup d'enfants qui arrivent, qui partent de l'Afrique aussi et qui arrivent ici, ils se retrouvent dans un système qui n'est pas le système qu'ils ont connu à l'école primaire. Peut-être qu'ils étaient en 6e, 5e quand ils arrivent ici. C'est tout un autre système. Et on les oriente aussi vers une classe parce que, par exemple, en Allemagne, il y a 3 niveaux. Il y a un collège qui va éduquer les enfants et tu vas apprendre après à un certain niveau, on va vous séparer, on va diviser, on va te dire, toi, non, tu n'as pas le niveau nécessaire pour aller au lycée. Tu vas aller faire d'abord 2 ans de prépa avant d'aller au lycée. Mais toi, tu ne peux même pas aller au lycée. Tu vas aller juste apprendre un métier. Beaucoup, presque 90-99% des enfants qui arrivent de l'Afrique et qui entrent ici au lycée se retrouvent à apprendre un métier. Ils ne peuvent même pas aller au lycée. Donc, ils ne peuvent pas, difficilement, ils pourront faire des études supérieures. Tu vois, c'est un contexte, un paradigme en fait. Tu ne peux pas sortir un enfant d'un certain paradigme et le mettre dans un autre sans le préparer. Et c'est un problème qui a vraiment sévi et beaucoup d'enfants mélanodermes, par exemple africains, se retrouvent ici en Allemagne dans des familles d'accueil, dans des centres sociaux parce qu'on les a sortis de leur milieu africain. Wow. Oui, mais c'est pour cela que les gens doivent prendre conscience de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils vont faire. Parce que s'ils ne savent pas, chers Olampang, pourquoi ils ont mis au monde, s'ils ne savent pas qu'ils sont dans une guerre, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre au monde. Je dis qu'il faut préparer cela. Maman Simon, ok? Il faut le préparer. Parce que ton enfant, tu peux l'amener là où tu veux sur la terre. Quand le système veut broyer ton enfant, il va le broyer. Voilà, c'est un problème de moyens, c'est un problème de milieu.
Et les parents doivent savoir qu'il faut les préparer. C'est ça, en fait, le dilemme que nous avons aujourd'hui. Par des boucliers. Parce que ton enfant peut aller à l'école. Mais maman Simon, au Japon, vous savez que au Japon, par exemple, il y a un système d'abord japonais entre eux. Lorsque tu es né à Kyoto et que tu veux venir vivre à Tokyo, c'est grave pour toi. Parce qu'en effet, les enfants japonais grandissent dans leurs écoles. De l'école primaire à l'université, ils se connaissent. C'est les mêmes enfants. Donc, toi, un Japonais qui vient d'une autre ville, tu arrives dans ce milieu-là, c'est comme un intrus. On ne peut pas t'accepter. Et d'où les injures, ils ont des injures toxiques au Japon où ça pousse l'enfant au suicide. Ils ont l'harcèlement électronique chez eux. Donc, l'enfant se suicide. Le taux de suicide au Japon est très élevé au niveau des écoles, lycées, collèges, les universités. Toi, tu es africain. Tu ne veux pas ranger chez toi. Tu ne veux pas construire chez toi. Tu ne veux pas améliorer chez toi. Mais tu veux aller penser que chez les autres, c'est mieux. La suite, nous connaissons les enfants qui vont aller, ils vont rentrer dans le milieu japonais, ils vont rentrer dans le milieu allemand, ils vont rentrer dans le milieu, mais ils n'ont plus d'attache avec le continent. Exactement. L'enfant n'a plus d'attache. Tu vas dire à un enfant qui a grandi en Allemagne, va vivre à Douala. Maintenant, imaginons un instant qu'une personne comme Ngassimo qui a évolué en Allemagne et qui est ingénieur, qui repart au Cameroun, qui construit des structures adaptées pour que les enfants puissent avoir un standard d'éducation. Mais c'est ça le but de notre existence. Notre but à nous, c'est d'améliorer aussi là où nous sommes nés, là où nous sommes incarnés. C'est ça que je vous dis tous les jours. Parce que les enfants qui sont là-bas, tout le monde ne pourra pas sortir. Mais ceux qui sortent, et je vous l'assure à 100%, ne sont pas équilibrés. Ceux qui sont nés à l'étranger ne sont pas tous équilibrés. Je vous assure, il y a des déficits. C'est compliqué. La non-maîtrise de la langue du terrain, la discrimination dans le pays d'accueil. Ah, nous savons ce qui se passe. Le fait que l'enfant a grandi dans un milieu parfois où l'enseignant est raciste. Vous avez déjà vu un enseignant raciste face à un enfant? L'enfant est désintégré. Mais l'enfant n'a plus de pied en Afrique ni de pied en Europe parce qu'on ne conçoit pas allemand, en fait, maman Simon. Elle est allemande, elle est née en Allemagne, mais on ne conçoit pas qu'elle est allemande. Donc, il y a des petits mots comme ça, l'enfant rentre en pleurant, on m'a dit que je ne suis pas jolie, on m'a dit que je pue, on m'a dit des choses comme ça. Toute la vie de l'enfant est traumatisée. Vous voulez qu'un traumatisé donne une civilisation équilibrée? Et pourtant, c'est dans les pays des Occidentaux. Non. Et en plus, comme tu le sais, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des voies. Ça, c'est la voie des élites. La voie du milieu. On va dire que non, pour rentrer, il faut 1 million d'euros l'année. Tu as même 100 000 euros pour avoir, c'est un combat d'une année. Donc, déjà, le système est fait de sorte que ton enfant n'aura pas accès aux connaissances du système. Et donc, il va rester un simple employable. Ah, il est bon en mathématiques. Ah, mon enfant est majeur. Il va se retrouver dans une banque à travailler pour celui qui a un petit... voilà, pour l'autre. Il faut des boucliers, mais il faut arranger chez nous, maman Maude. Oui. Il faut vraiment, si vous n'êtes pas enseignant, mettez vos moyens en place pour que les enseignants travaillent. Il faut d'une éducation. Et puis, l'éducation privée chez nous n'est pas interdite. Vous savez ça, hein? Quand tu arrives à Kinshasa, tu veux ouvrir ton école, tu l'ouvres. Quand tu arrives au Cameroun, tu veux ouvrir ton école, tu l'ouvres. Mais nous ne comprenons pas que c'est l'éducation, seulement l'éducation qui va libérer notre peuple. Ce n'est pas de notre faute. Nous ne sommes pas éduqués. Et quand quelqu'un n'est pas éduqué, qui rencontre un Allemand éduqué, moi, si moi, tu connais, c'est quoi un Allemand éduqué? Ouais. Il te regarde avec, il t'a dit que il te voit comme une fourmi. Mais chez Paris, vous n'avez jamais vu un Japonais éduqué. Un Japonais éduqué te voit comme un déchet. Un Japonais déjà voit un Chinois comme un déchet. Donc quand il voit un Noir, il dit, bon. Il dit comment il va parler avec toi? Parce qu'il est éduqué. Certains me disent, mais tout le monde, comment tu dis ça éduqué? Ils sont éduqués. Ouais. Et quand tu es avec eux, tu comprends qu'en fait, tu as des déficits. Oui, il y a des classes sociales, ça c'est clair. Oui, Aujourd'hui, on n'en parle pas en Europe, il y a des classes sociales, c'est clair, c'est bien défini. Oui. Tu dis, c'est pas possible, mais attends, mais j'ai étudié, j'ai un PhD, mais en fait, je suis bête. J'ai des lacunes, j'ai des difficultés. Oui, parce que tu croises un Japonais éduqué. Maman Simon, il est assis, même son regard n'est pas un regard normal. Tu dis, oh, mais en fait, nous, on est quoi exactement? Non, nous sommes des bébés. Bon, il ne peut pas tous nous tuer, donc... Bon, apprenez-les à lire et écrire, ok? C'est bon? Il peut lire et écrire, ouais, c'est bon. Mais on n'a pas conscience que les autres s'organisent. Ça demande donc une certaine forme d'organisation chez nous. Ça ne sera pas facile. Certains me disent, oui, tout moi, quand tu fais ça, tu es attaqué par les... Mais je vous l'ai déjà dit, ça ne sera pas facile. Il y aura des gens qui vont ne pas vouloir qu'ils soient éduqués. Il y aura des gens qui vont détester le fait que tu parles d'éducation dans ton propre pays. Mais il faut que tu puisses avoir une posture sociale. C'est ça, en fait. Il est vrai que des fois, pardon, oui,
Parfois, les gens de la diaspora, de plus en plus, j'en connais quelques-uns dans mon entourage, qui ont tendance maintenant à retourner au pays. Bon, moi, je parle principalement du Congo, que je connais le mieux. Et donc, ce que je trouve intéressant toujours, quand on commence à aller faire un business, parce qu'il y en a, ils sont toujours dans les business, mais on ne sait pas quel business parfois. Et voilà, ce qui est très à la mode, c'est l'immobilier, ouvrir un hôtel, des guest house, des choses comme ça. Mais ce que je trouve qu'on devrait pratiquement imposer, c'est au moins faire un projet social. Je trouve qu'on est vraiment en manque de cela. Donc, comme Maman Simo l'a dit et comme tu l'as soulevé tout à l'heure, c'est par rapport à l'éducation des enfants, de un. Aussi ouvrir, par exemple, des maternités. Parce que les femmes, chez nous, elles souffrent quand elles doivent aller accoucher, des femmes qui vivent dans des coins reculés, là. Et aussi, je vais donner l'exemple de Kolwezi, où moi, je suis née. Eh bien, il y a pas mal de Chinois, vous savez, qui exploitent les mines, etc. Et donc, eux, ils n'en ont rien à faire d'aller déverser maintenant tous les déchets dans les eaux des rivières, des lacs, etc. Sans penser que, bien entendu, les villageois qui vivent dans ces coins-là n'ont premièrement pas d'eau potable. Il est très rare de trouver des puits qui ont été creusés dans les coins, etc. Et donc, malheureusement, les femmes qui accouchent à l'heure actuelle, c'est souvent ils accouchent d'enfants handicapés qui ont des becs de lièvre et ce genre de choses. Donc, je me disais, ce qui est terrible chez nous à voir, c'est aussi tout ce qui concerne, comment dire, le côté, donc maternité, comme je disais, mais tout ce qui est hospitalisation, etc., les frais d'hôpitaux, par exemple. Donc, ça, c'est terrible. Quand tu n'as pas $5, tu ne peux pas te faire soigner. Terrible. Et ça, je trouve qu'effectivement, donc pour en revenir, je vais revenir au sujet, mais voilà, établir des projets sociaux, c'est plus que nécessaire. Hein, donc au niveau éducation des enfants et aussi hôpitaux, par exemple, hein, donc des petits dispensaires et des choses du genre, et effectivement revenir à l'éducation. Et je crois aussi que les enfants qui naissent en Afrique en général, parce qu'on voit la misère au quotidien, il y a des tas de gens qui se font empoisonner, il y a à chaque fois des morts, etc. C'est vraiment sous les yeux, tous les jours. Il y a des gens, des familles qui mangent parfois un jour sur deux. Ils font manger leurs enfants. Moi, je connais des familles comme ça, où ils se disent, il y a par exemple 11 enfants, il y en a 5 qui mangent aujourd'hui et les 5 autres, c'est demain. Oui. Pas de délestage. Oui. Et or que quand on est chez nous, moi, je me souviens encore qu'à l'époque, j'envoyais un dictionnaire à mon frère. Il était super content parce qu'il avait reçu un dictionnaire. Or que chez nous, les enfants, c'était des PlayStation, des choses du genre. Et encore, ils n'étaient pas contents parce qu'ils voulaient toujours le dernier modèle. Donc, c'est pas évident à faire changer les mentalités, effectivement. Et je trouve que les enfants qui naissent en Afrique et qui grandissent en Afrique, malgré qu'ils sont parfois issus de milieux très défavorisés, mais ils réussissent très, très bien. Effectivement. Ouais. Parce qu'il y a un cadre qui est là, comme dit Maman Simo, il y a un cadre dans nos villages qui nous protège, qui nous sécurise. Et on n'est pas conscient parfois de ça. C'est pour cela que, Maman Maud, je vous dis souvent, le but de la vie d'une personne est de manifester sa divinité dans le milieu où il s'est incarné. Oui. Maman, tu es née au pays, tu as grandi au pays, tu es parti à l'étranger. Quel est l'impact de Maman Maud dans son milieu? Tu n'as pas besoin de changer toute la RDC, là, ce n'est pas ton boulot, là. Bien sûr. Mais quel est l'impact de Maman Simo dans son village? C'est-à-dire que, en fait, tu seras combattu, mais tu seras toujours combattu. C'est le but du jeu. Hein? Tout à fait. Le but du jeu, c'est que tu seras combattu. Et alors? Bon. Mais il faut que tu déploies ton énergie pour que ceux qui veulent te combattre comprennent que tu n'es pas n'importe qui. Je vous prends un exemple. Imaginons un instant que tous les Mpangui, tous les frères et toutes les soeurs qui sont sortis du pays, de la RDC, repartent pour avoir un seul hectare agricole de maïs, d'arachide. Pas pour le business. Un petit hectare. C'est-à-dire qu'une philosophie de vie. C'est-à-dire qu'on dit, toute la diaspora RDC, nous tous, nous avons des terres. Nous venons de là-bas. Tout le monde est un village. Imaginons un instant, on dit, écoutez, loi numéro 1, la diaspora, chacun rentre dans les vacances, allez faire 1 hectare de plantation, de ton choix. Maïs, arachide, pamplemousse, banane, je ne sais pas quoi. Chacun rentre chez lui dans son propre village pour faire un seul hectare, pas 20, pas 1 million, un seul hectare. Le problème de faim est fini en 2 secondes. Absolument. Nous sommes comme dans un coma. En fait, on se dit, les gens n'ont rien à manger parce qu'on se dit,
ils sont pas de ma famille. Mm. C'est leur famille. Là, je connais quelqu'un dans la famille là-bas où ils mangent par délestage. C'est ce qui se passe au pays. Parce qu'on se dit que dans ma famille, moi j'ai amené tout le monde en Belgique, j'ai amené tout le monde au Luxembourg, je n'ai plus personne sur le terrain, je m'en fous. Mm. Mais une fois arrivé au Luxembourg, on voit la vie des gens, c'est les dépressions, c'est les enfants des familles d'accueil, on connaît bien la vie que nous avons en Occident. Tout le monde n'est pas waouh, waouh. Mm. Mais celui qui est resté sur le territoire subit. Et toi, tu es né là-bas. Quel est ton impact dans la vie de ces gens? Mm. C'est ça ce que j'essaie de vous dire depuis qu'on a commencé. Il faut être capable d'impacter ton milieu d'incarnation. Il faut être capable de se dire qu'est-ce que je vais faire moi. Il ne faut pas dire qu'est-ce que lui, il doit faire. Non, 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 lui, c'est sa vie. Toi, c'est ta vie. Mais toi, qu'est-ce que tu fais déjà? Parce que ce que tu vas faire aura des répercussions. Tu peux sauver 2 personnes. Tout à fait. Donc, Mpangui, moi, je pense que je vais vous laisser sur le plateau, comme d'habitude. Là, moi, je vais me retirer. Beaucoup de zones à vous. On se retrouve demain pour la nouvelle série, Matondo Mamingi. J'espère que ce message va rentrer au plus profond de nous. Matondo Mamingi, à bientôt. Matondo, papa. Tonto. Wow. Maman Simon. Oui, à ça bouge énormément parce que c'est un sujet tellement complexe et je crois que ça touche nous tous, ça nous touche nous tous, surtout tous les mélanodermes, tous ceux qui sont venus du continent. Mm-hmm. Qu'est-ce que nous avons fait là-bas? Qu'est-ce que nous faisons là-bas pour reconstruire nos pays, pour reconstruire nos cités? Qu'est-ce que l'impact de chacun, quoi? Oui. Et là, c'est important parce que nous sommes responsables aussi de ce qui se passe là-bas. Tout Et à fait. Ça fait réfléchir énormément, maman. Mm-hmm. Il est vrai que, comme dit tout moi, on n'est pas toujours obligé de retourner à l'endroit même où nous sommes nés. Bon, idéalement, c'est cela parce qu'il semblerait que l'endroit où nous sommes nés, nous avons une mission. C'est là qu'on doit faire notre mission. Maintenant, il est vrai qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora, bon, pour des raisons X, Y, hein, donc je comprends bien que ce n'est pas toujours évident de se dire du jour au lendemain, bon, bah, je quitte l'Europe, je retourne en Afrique. Bon. Mais si on pouvait déjà commencer petit à petit, ne fût-ce qu'aller tous les 2 ans, aller dans tel pays, on n'est pas spécialement obligé de retourner dans notre pays d'origine, mais mettre une pierre à l'édifice. Par exemple, quelqu'un du Congo peut très bien aller au Sénégal ou au Cameroun ou au Côte d'Ivoire. Justement, maman, je connais beaucoup de Camerounais qui sont installés actuellement en Côte d'Ivoire. J'en connais aussi beaucoup qui sont installés au Sénégal. J'en connais qui sont en train de s'installer en République centrafricaine et même au Congo. Je crois que là, nous n'avons pas, puisque nous sommes un même peuple, là, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de... L'objectif, c'est de faire quelque chose, de bouger. Tout à tu fait. vois, c'est d'abord entrer, se mettre en mouvement. Oui. Moi, c'est ce que je comprends et que ce que j'intègre, c'est se mettre en mouvement et ne pas oublier qu'on n'est pas seul, qu'on est guidé et faire confiance aux ancêtres qui sont en nous et que nous incarnons aussi. Donc, je crois que avec tout ce que nous avons compris aujourd'hui, déjà la responsabilité envers nos enfants, nos familles et aussi envers nos pays. Oui. Et envers pas seulement le pays, envers le continent et au-delà du continent, envers le monde. Oui. Parce que nous n'impactons pas seulement là-bas, nous impactons aussi ici. Et il est vrai, chaque chose que l'on fait aura automatiquement un impact. Donc, comme tu disais, suivre ses guides, se laisser guider par nos ancêtres, par nos anges gardiens, on les appelle comme on veut. Mais en tous les cas, oser faire le pas. Moi, je crois que c'est ça aussi qui est difficile. Parfois, les gens ont peur. Moi, je me mets dedans, hein, attention. Hein. Donc, c'est pas toujours facile de changer du tout au tout, du jour au lendemain, mais y aller petit à petit. Et il suffit d'avoir la volonté et de le faire. Moi, j'essaie, dans la majorité des cas, enfin, dans la mesure du possible,
de retourner, allez, ne fût-ce que tous les 2 ans, tous les 3 ans, au Congo déjà. Mm. Et puis petit à petit, je commence à connaître d'autres pays africains. Voilà. Donc, essayer en tout cas de faire quelque chose, même si on commence par soi-même. Hein, comme disait Ntoum, acheter un petit carré de terrain là, et puis de fil en aiguille, faire un petit potager. Et puis d'un potager, ça devient peut-être quelque chose de plus grand. Et pourquoi pas? Parce que ce que j'aime beaucoup, c'est un peu donc, dans le système de la permaculture, on va commencer par faire pour soi-même. Ce qu'on a en soi, on le partage. On partage avec les voisins, on partage avec la famille. Et puis, bon, pourquoi pas, plus loin. Et insuffler cette idée aux autres. Finalement, si on a un peu de sous, bon, bah, pourquoi pas faire creuser un puits, hein, donc là où c'est vraiment nécessaire. Moi, j'aime beaucoup cette idée d'aider vraiment les gens, mais par rapport à des besoins essentiels comme avec l'eau. L'eau, c'est Il y a super. beaucoup de projets, hein, maman. Il y a Oui. beaucoup de possibilités. Retourner en Afrique, on n'est pas d'abord obligé de commencer par son village si on n'a pas d'attache, parce que quand tu dis la peur, c'est nous tous. Oui. Parce que tu vois, ce sujet, nous parlons des Mouloki. Oui. C'est pas chacun qui a vécu sur le continent l'a expérimenté à un moment donné. Donc, chacun qui pense rentrer, c'est ce qui l'attend là-bas, c'est ce à quoi il va se confronter. Et à un moment donné, il y a cette peur-là. Moi, je l'ai vaincu par le Kimontu. C'est le Kimontu qui m'a permis de pouvoir me lever et d'aller en Afrique et de pouvoir faire ce que je fais et en étant confiante. Parce qu'aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais avec les guides avec lesquels je travaille. Les guides que l'école, tout ce que l'école met à notre disposition de pouvoir se mouvoir partout où on est de manière calme, aisée, posée, de pouvoir faire les choses sans toutefois avoir cette peur-là que tu dis, maman. C'est normal. Donc, pouvoir soi-même mettre ses boucliers, pouvoir activer et déployer son énergie, c'est important. C'est important. C'est pour ça que aujourd'hui, je comprends tous ceux qui ont besoin de pouvoir savoir comment devenir indépendant. C'est important de se rapprocher de l'école. Et il y a le côté Mbongoma. Tout à fait. Cette année, l'école a commencé à ouvrir les cours économie de conscience. Et en septembre, il y aura le cours sur Kimwama, le magnétisme monétaire. C'est pas quelque chose, en fait, il faut avoir cette connaissance. Il faut pouvoir toucher à cette énergie. Et tu vois, beaucoup de chez nous souffrent parce que, justement, ça manque. Il y a quelques-uns qui arrivent à sortir de la tête de l'eau et très souvent avec des mauvaises alliances. Pourtant, cette énergie, cette connaissance est à notre disposition. Tout à fait, maman. C'est vrai que moi aussi, depuis que j'ai connu l'école, je me suis sentie beaucoup plus sereine. Avant, j'avais tendance à douter de moi, etc. Mais maintenant, ça ne m'arrive plus, ou pratiquement plus. Hein, parce qu'on apprend beaucoup. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est, comment dire, la capacité qu'on a à finalement approcher tous les ngas qui existent dans l'école Kimontu. Donc, je trouve ça extraordinaire parce que je me souviens encore au tout début que l'école avait commencé, il y a quelques années, donc plus de 10 ans. Il est vrai qu'il n'y avait que tout moi. Et maintenant, ce que je trouve extraordinaire, c'est d'avoir cette possibilité de pouvoir approcher un gars, finalement, de son choix. Il suffit d'aller sur l'école, sur le site de l'école et choisir. Justement. Donc, on a cette chance inouïe maintenant. Les Mpangui de maintenant ont vraiment beaucoup de chance. Oui, la communauté de la tradition grandit et c'est plus facile parce que oui, avant le calendrier de Ntouma était très chargé, tout seul c'était chaud. Donc maintenant c'est facile. Quand on parle par exemple le leadership entrepreneurial qui a eu lieu, le leadership totémique entrepreneurial, nous sommes totémistes. Ntouma parlait tout à l'heure de l'énergie totémique. C'est possible pour chacun aujourd'hui, dans tous les cas, tout ce que tout le monde a expliqué aujourd'hui, de pouvoir aller sur le site de l'école et de prendre son soin totémique et de se voir activer son énergie totémique. Et les calendriers sont ouverts.
Et il y a beaucoup qui le font, hein, maman. Il y a beaucoup de... Ça, vraiment, je trouve magnifique. Il y a beaucoup de Bangui qui sautent le pas et qui le font. Et après, il faut seulement suivre les Kaboul là sur le site de l'école. C'est magnifique. C'est magnifique. Et ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est de pouvoir protéger ses enfants. Hein, donc jusqu'à la majorité, de pouvoir faire ce soin totémique là, où on canalise l'énergie de l'enfant et il est protégé par les parents. Hein, protéger l'enfant par le soin totémique, justement. Oui. Ah oui, c'est magnifique, c'est possible et il y a beaucoup qui en profitent. Oui. Maman, je crois qu'aujourd'hui, on est allé, il est 15h15, on va mettre fin, au moins en Europe. On va devoir clôturer cet épisode aujourd'hui. Matondo à tous ceux qui nous ont suivis, Matondo, Mamingi, Matondo à tous ceux aussi qui vont suivre par la suite. Matondo, maman. Oui. Matondo d'avoir été là aussi, Matondo Antumwa, Matondo à tous les Mpangi. Et j'ai retenu que la solution est en chacun de nous, quoi. Oui. On peut faire le transfert du pouvoir vers quelqu'un d'autre. Et ça, c'est magnifique. Donc, prendre vraiment connaissance et conscience qu'on est des êtres divins, comme on le dit à chaque fois. On est divin, oui, on est divin. Et l'objectif, c'est de reconquérir, de reprendre le contrôle et de manifester sa divinité. Maman, au nom de la source divine unique, nous allons clôturer. Matondo à Ntumwa Swati pour ces enseignements magnifiques qui nous transmutent, qui nous transforment et qui nous permettent de grandir et de pouvoir reconquérir justement notre divinité. Matondo à la source divine unique et à ses multiples incarnations. Zola Tulempongi, Zola. Matondo, Zola. Et à bientôt. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswati Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit. Comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège. Comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu.
épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.